Alors, chers amis, citoyens et camarades, c'est comme ça qu'on se salue habituellement dans les réunions de la libre pensée, on va faire comme d'habitude. Donc je vous présente en 2 mots, je m'appelle Henri Huille, je suis membre de la commission administrative nationale de la libre pensée. Par ailleurs, j'ai exercé jusqu'à peu la profession d'infirmier en psychiatrie, j'ai fini ma carrière comme cadre supérieur de santé, il y en a d'autres dans la salle. En psychiatrie. Et moi en psychiatrie, je ne travaillais pas dans un pré-hôpital. Dans le personnel, en principe, non. Moi, je ne sais pas. Vous allez voir. Vous allez juger sur pièce. Je peux me permettre quelque chose? Mais vas-y. Vous connaissez la définition de comment, dans un hôpital psychiatrique, on différencie un malade d'un infirmier? La blouse. Mais si, tu es sur le court de tennis, le malade est accroché au grillage et l'infirmier joue au tennis. Ça, c'est bien la manière. Véridique. Ouais. Alors, je suis à la retraite depuis 1 an et demi. Quelle est la raison de votre présence ici, si vous voulez? Elle est double. D'abord, on a un projet nécessaire, je crois, de continuer à développer la Fédération nationale de la libre pensée en créant une fédération sur le 05. Sur la région PACA, on a passé le seuil des 300 adhérents. C'est pas encore la CGT, on est bien d'accord, hein, mais c'est pas non plus le parti radical valoisien. 300, ça commence à exister dans la région, et on a un projet de faire des délégations au préfet sur des questions de respect de la laïcité à l'école, dans les services publics, notamment en matière de respect de la laïcité dans les hôpitaux. Puisque vous savez qu'il existe des aumôniers, la République laïque admet tout à fait, bien sûr, que les gens qui sont malades et qui ne peuvent pas se déplacer vont quand même garder leurs convictions religieuses. La République laïque, c'est l'État ne reconnaît, ne subventionne, ni ne salarie aucun culte. Mais la laïcité, elle s'impose à l'État. Les citoyens, eux, sont libres de leur conscience. Celui qui est catholique, la foi, il est catholique. Celui qui est musulman, il est musulman. Celui qui est athée, il est athée, etc. etc. C'est un privilège. Pensez qu'on est 7 milliards d'habitants. Comptons les gens, qui ne sont pas toujours des citoyens. Des fois, dans les pays, ils ne sont que des sujets, parfois limite des esclaves. Hein. Nous qui sommes des citoyens, si la police vient, là, ou si elle passe sur ce parking, ils ne vont pas chercher à vous demander si vous venez à la mosquée, au temple, à la synagogue. Pour 7 milliards d'habitants, c'est un privilège, cette chose-là. Nous, on en bénéficie tous les jours parce qu'il y a eu le vote de la loi de 1905. Mais on ne se rend pas compte à quel point la domination des religieux sur la société peut être pesante dans certains pays. Et vous verrez que les libres penseurs, par habitude et par principe, on critique toujours. Pour nous, toutes les religions sont obscurantistes, puisqu'elles reposent sur le fait de croire et non pas sur le fait de penser, réfléchir, démontrer. Mais ceci étant, nous voulons apporter aucune restriction aux libertés des religieux. Parce qu'on ne pourrait pas dire, sinon on ferait comme les religieux. La liberté c'est pour nous et pour vous c'est l'interdiction. Non, ça c'est les religions qui font ça, pas les libres penseurs. Mais cette importance qu'a pour nous le fait de critiquer toutes les religions philosophiquement, si vous voulez, mais de surtout concentrer les coups sur la religion qui est majoritaire dans le pays où on est. C'est facile ici, dans ce pays, de faire des discours contre l'islam. Ça ne prouve pas qu'on est laïque. Regardez Marine Le Pen, tous les jours elle fait des discours en disant la laïcité, mais pour elle la laïcité c'est qu'il faut jeter les Arabes à la mer. Si imaginez que j'aille à Téhéran, la République islamique d'Iran, et que je fasse un discours contre le judaïsme, il y a des tas de gens qui m'applaudiraient, non? Si j'avais été en Allemagne en 1935-40 faire des discours contre le judaïsme, il y aurait des tas de gens avec des beaux costumes noirs et des chemises noires qui m'auraient applaudi. Vous voyez ce que je veux dire? Si j'allais à Jérusalem faire des discours contre l'islam, très facile. Et voilà, je fais cette petite introduction pour dire la laïcité c'est très simple, mais comme on vit une époque où on embrouille tout à plaisir, il est nécessaire d'apporter de temps en temps un petit éclairage. Et cet éclairage, c'est que en France et en Europe singulièrement,
nous devons critiquer l'ensemble des religions, respecter la liberté de l'ensemble des religions, mais avoir un œil plus lourd sur la religion traditionnelle, sur la religion qui fut jadis majoritaire, parce qu'elle ne l'est plus dans la population, mais qui fut jadis majoritaire. Si j'étais au Maroc, ce serait l'islam, la religion traditionnelle et majoritaire. Ici, c'est l'Église catholique. Voilà, je ne veux pas développer plus cet aspect des choses, mais c'est très très important parce que la persécution, la laïcité, ce n'est pas la persécution des minorités. La laïcité, c'est la liberté pour chacun de penser comme il l'entend. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans la loi de 1905, dans la loi qu'ont fait nos anciens, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont séparé l'État des cultes et les cultes de l'État. Ils ont mis personne en prison. Personne ne peut me dire le nom d'un curé emprisonné, le nom d'une bonne sœur tuée ou je ne sais pas quoi. Ça a été une chose extraordinaire et c'est pour ça que les religieux en général et l'Église catholique en particulier dans ce pays détestent la loi de 1905, détestent la laïcité, détestent les libres penseurs. C'est parce qu'on a déclaré la liberté. Et c'est ça qui ne nous pardonne pas. C'est-à-dire que chacun est libre de sa conscience. C'est fait que sur votre vie, si vous voulez être chrétien, vous avez le droit. Si vous voulez être athée, vous avez le droit. Si vous voulez être juif, vous avez le droit. Si dans votre vie, vous voulez changer d'avis, vous avez le droit. Ça ne regarde pas l'État. On parlait tout à l'heure de la fonction publique. Ben, vous passez un concours pour être inspecteur du permis de conduire ou infirmière. Ben, à l'écrit, vous avez l'anonymat qui vous est garanti. Et puis, si vous satisfaisez aux épreuves, eh bien, vous êtes reçu. Ce qui veut dire, d'ailleurs, que quand vous êtes citoyen, l'infirmière qui va s'occuper de vous, c'est pas parce qu'elle est bien pensante qu'elle est là. C'est parce qu'elle est compétente. Quand on est malade, ça fait une sacrée différence. Et oui, vous comprenez, le chirurgien qui vous opère, c'est pas parce qu'il est de la bonne religion, c'est parce qu'il a passé le bon diplôme. Ça fait une sacrée différence. Alors tous les jours, on n'y pense pas. Mais c'est ça qui fait la vie quotidienne d'un pays qu'on appelle une démocratie. Et nous pensons qu'il n'y a pas de démocratie sans laïcité. Il n'y a pas de démocratie sans liberté de conscience, mais il n'y a pas de démocratie sans que l'État soit indépendant des groupes de pression extérieurs, notamment religieux. Voilà, c'est une petite présentation que je fais parce qu'elle va éclairer la suite du sujet, et d'ailleurs elle éclaire ce que c'est qu'être libre-penseur. Le libre-penseur, c'est pas un persécuteur. Quand on était mort, certains d'entre nous, j'en soupçonne quelques-uns, quand il passait un curé à vélo dans le village, là, courait derrière, vous savez, à 13-14 ans, faisant croix. Ça, c'est rigolo quand on est jeune, quoi, hein. Mais on a passé l'âge. On a passé l'âge maintenant. Et libre-penseur, c'est pas persécuter les curés, c'est veiller à ce que chacun soit libre de sa conscience. Il y a quelqu'un qui était très célèbre, Rosa Luxembourg, qui a dit « La liberté, c'est toujours la liberté de celui qui pense autrement. » Voilà. Et ça, s'il y avait les libres-penseurs avec une devise, ça serait celle-là. Voilà, c'est ça être libre-penseur. Et après, c'est de discuter des événements, prendre position dans l'idéal. Je mets un bémol, dans l'idéal, et je me l'applique à moi-même, dans l'idéal, prendre position sur la base des faits et de l'examen rationnel par la pensée humaine. C'est-à-dire sans préjugés, sans a priori. Facile à dire, plus difficile à faire. Et parfois, on lit des textes qui ont été écrits par des libres-penseurs il y a 100 ans, et il y a des formules, il y a des expressions qui nous choquent un peu. Parce que les gars, ils étaient en avance sur leur temps, mais en même temps, ils avaient les préjugés de leur époque. Est-ce que j'espère, si quelqu'un écoute l'enregistrement de notre discussion d'aujourd'hui, dans 100 ans, qui se disent, bon, ben ces gars-là, ils cherchaient la solution, ils cherchaient les lumières avec un grand L, hein, mais ils avaient les préjugés de leur époque. Ça prouverait que l'humanité, en 100 ans, elle aurait continué à progresser. Et voilà. Et il faudrait qu'on soit content de cette critique. Si dans 100 ans, on était encore là, ce qui, à ce jour, est peu probable. Voilà, c'est juste ce petit éclairage. Alors, sur la question de la charte européenne des langues régionales et minoritaires, qui est le sujet à proprement parler de ma petite conférence, je vais m'efforcer, j'espère y arriver, je vais m'obliger à parler des faits, c'est-à-dire à vous dire, avant de vous dire ce que j'en pense, vous dire ce qu'il y a dedans.
Parce que vous avez pu voir toute une série de publications, d'articles de journaux peut-être, de prises de position, d'élus, de partis politiques, de mouvements philosophiques divers, en disant à la charte des langues régionales, c'est bien parce que c'est la culture humaine que les langues régionales soient préservées, c'est la culture humaine. Ouais. Sauf que la charte, elle ne parle pas du tout de ça. Et non, la charte, c'est pas ça. C'est pas une espèce de... Il ne s'agit pas de créer une espèce de conservatoire ou d'enseignement des langues régionales. D'ailleurs, en France, c'est déjà fait. Hein. Peut-être vous avez des enfants, des neveux, des nièces qui apprennent le provençal au lycée, peut-être. Oui, c'est le cas, Agathe, je pense. Il y a des jeunes qui, pour passer le bac, apprennent le provençal au lycée. Donc, c'est pas le but de cette charte, parce que si c'était ça, la très rien. Ça existe, l'enseignement du provençal dans l'enseignement, depuis la loi d'Exode en 1951. C'est vous dire si c'est une nouveauté. Mais encore une fois, la charte ne parle pas de ça. Et donc, je vais essayer de vous dire de quoi elle parle. Et j'ai ici le texte de la charte. Et c'est ça la méthode de la libre pensée, c'est on discute des faits, et puis après on raisonne, après on analyse. Mais d'abord, il faut voir la réalité des choses. Alors, que dit-elle ? Vous savez que, je vous rappelle que la charte a été rédigée en 1992 au niveau, alors c'est pas l'Union européenne, c'est au niveau du Conseil de l'Europe. Et qu'elle a été proposée à la France en 1999 et que la France l'avait signée, le chef du gouvernement l'avait signée, mais ça n'a pas été ratifié, parce qu'il y avait eu une campagne d'opinion, et parce que le Conseil constitutionnel, d'ailleurs comme résultat de cette campagne d'opinion, avait dit c'est pas constitutionnel. En France, la langue de la République, c'est le français. Et donc, vous pouvez apprendre toutes les langues que vous voulez, mais la langue officielle, c'est le français, c'est dans la Constitution. C'est écrit comme ça. Voilà. Et donc, c'était une des promesses du candidat Hollande. Et il a été élu, comme vous savez, et il applique ses promesses, comme vous le savez. Au moins celle-là, comme vous le savez. Et il a soumis à l'Assemblée nationale cette proposition de ratifier la charte. Et l'Assemblée nationale, dans sa majorité, a voté pour. Le Conseil d'État a informé le gouvernement que ça n'était pas constitutionnel. Mais nous, citoyens, on n'a pas le droit, rendez-vous compte, ça a été communiqué au gouvernement. Ça n'a pas été communiqué. Nous, citoyens, nous n'avons pas le droit d'avoir connaissance de la délibération du Conseil d'État. Pourquoi? C'est la loi, c'est la Constitution, c'est comme ça. Ah. Bah oui, parce que nous sommes des citoyens, vous comprenez, on est un peu benés, il faut que nos ministres nous traduisent de sorte que ça soit ce qu'on doit accepter. On ne nous dit pas qu'est-ce qu'on doit penser, on ne nous soumet pas le problème pour savoir quoi penser, on nous dit voilà ce que vous devez accepter. C'est pour ça qu'on a l'avis du gouvernement, le vote de la majorité de l'Assemblée nationale, mais nous n'avons pas la délibération du Conseil d'État. Par contre, ça ira au Conseil constitutionnel, nous aurons la délibération du Conseil constitutionnel. C'est la loi qui est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Évidemment, ça fait tout ça, je ne vais pas vous dire ça, vous avez tout donné. Par contre, si vous avez pris la peine de laisser vos coordonnées mail à Raoul, je lui ferai passer le texte et il vous l'enverra dimanche ou lundi, là, vous le recevrez à la maison, comme ça vous pourrez vérifier. Je vais lire quelques passages. Alors, voilà. Donc, si c'est ratifié, nous sommes les États membres du Conseil de l'Europe et on sera considérés comme signataires de la présente charte. Cette charte, alors on doit accepter au minimum, c'est un truc très compliqué, je ne vais pas m'étendre, on doit accepter pas forcément tout le texte. On peut accepter que 35 paragraphes. Mais dans ces 35 paragraphes, il y en a un certain nombre qui sont obligatoires. Et il y en a d'autres qui sont optionnels. Mais vous allez voir que dans la rédaction, par exemple, à titre optionnel, vous avez des trucs, il y a marqué on devra enseigner à l'école primaire dans la langue. Je n'ai pas dit la langue, hein, écoutez bien, je ne vous dis pas la langue minoritaire, le provençal, ou je ne sais pas comment on s'appelle ici, à Nice, le Nizar, le catalan là-bas, le breton ailleurs, le corse plus loin. On ne doit pas enseigner la langue. Ce serait que ça, il n'y aurait pas. C'est enseigner dans la langue. Ça veut dire enseigner dans la langue. Alors, je ne comprends pas qu'on puisse enseigner le français dans le patois. Ça, je ne sais pas le faire.
Mais donc ça voudrait dire qu'il faudrait enseigner les maths, la biologie, l'histoire-géographie, les sciences de la vie et de la terre dans la langue régionale. Et ce qui est optionnel, c'est alors ou ça, ou alors une partie substantielle de l'enseignement doit être assurée dans la langue. C'est-à-dire vous avez le choix entre tout ou l'essentiel. Vous voyez, c'est ce genre d'option. Vous n'êtes pas obligé de prendre tous les articles, mais vous en prenez 35 et à la fin ça revient globalement au même. Mais donc, considérant, je lis, que le droit de pratiquer une langue régionale minoritaire dans la vie privée et publique constitue un droit imprescriptible. Dans la vie privée, ben oui, dans la vie privée. Écoutez, franchement, si vous voulez parler patois, je ne sais pas s'il y a des collègues qui sont corses ou bretons ici, si vous voulez parler le patois breton de Plougastel, à la maison, je ne vois pas où est le personnel. Jamais ça a été interdit en France. Jamais. D'ailleurs, souvent, on dit, oui, mais avant, il y avait des affiches, il est interdit de parler breton et de cracher par terre. On entend ça des fois. Est-ce que quelqu'un de vous l'a vu, cette affiche? Moi, je ne l'ai jamais vue. J'ai demandé dans des réunions de bretons bretonnants, comme la fasse voir, ils ne l'avaient pas sur eux. Et donc, non, ce qu'il y avait, c'était à l'école. À l'école. Oui, ça, oui. Il était interdit de parler patois à l'école. Mais c'est pas pareil. Il est interdit de parler patois, point, ou il est interdit de parler patois à l'école. Et oui, parce qu'il s'agissait d'apprendre à tous ces petits paysans, de leur apprendre à parler français, pour qu'ils aient une langue avec laquelle ils puissent trouver du travail. Et donc, c'était ce qu'on appelait, c'est les méthodes ultra-modernes d'enseignement, ceci dit. Hein. C'était le français par immersion à l'école. Maintenant, si vous voulez apprendre l'anglais par immersion, c'est des stages, vous payez très cher. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'était que ça. C'est pas pareil. Il était interdit de parler patois dans l'école et interdit de parler patois. Parce que interdit de parler patois, ça veut dire à la maison et dans la rue. Les franquistes ont fait ça. En Espagne, il est interdit de parler catalan, par exemple. Résultat des courses, il y a 10 millions de types qui parlent catalan maintenant en Espagne. En France, ça n'a jamais été interdit. Résultat des courses, tout le monde parle français. Et oui, parce que c'est pas là-dessus que les gens ont trouvé un terrain d'opposition. Ils ont trouvé, quand vous étiez pauvres, petits paysans, ouvriers, marins, pêcheurs, je sais pas quoi, leur terrain d'opposition, ça a été non pas la revendication nationale ou régionaliste, ça a été la revendication sociale. La voie qui s'est trouvée en France, c'est les Pelloutiers. C'est le gars qui a fondé la Fédération des bourses du travail. À travail égal, salaire égal. Ce qui constitue le tissu de la revendication en France, de la vie sociale en France, c'est l'égalité des droits. Nous parlons la même langue, nous voulons avoir les mêmes droits. Nous voulons l'égalité des droits. Là, on rentre dans un système, dans la vie privée, bon, c'est pas le problème, et publique. Qu'est-ce que c'est la vie publique qui n'est pas la vie privée? La vie publique, un mariage, c'est la vie privée. Un couple, c'est la vie privée. Ça devient la vie publique si vous demandez à ce que les actes du mariage soient faits en breton, en corse, c'est ça la vie publique. C'est pas la vie de couple, hein. La vie de couple c'est privé. Le mariage c'est un acte public, le divorce c'est un acte public. Donc le jugement de divorce c'est un acte public. Je vous prends un autre exemple, un contrat de travail ou un arrêté de recrutement pour les fonctionnaires, ou un contrat de travail pour ceux qui travaillent dans le privé, l'associatif, tout ça, ça veut dire que ça c'est du public. Parce que là on contracte. Vous voyez, les panneaux de signalisation, le code de la route, tout ça c'est la vie publique. Donc ça serait, dans une langue régionale ou minoritaire, un droit imprescriptible de la pratiquer dans la vie publique. Et là, vous allez me dire, c'est souvent dans des réunions où les gens sont moins disciplinés, ils me disent « Ah, mais vous rigolez, il ne s'agit pas d'apprendre le patois, d'apprendre les maths en patois, ou de passer un contrat de travail en corse ou en breton. » Enfin, eh oui, si, c'est ça pourtant. Je vous lis la suite. C'est écrit en toutes lettres. C'est pas une analyse, hein. C'est pas une extrapolation. Je vais vous le lire. Donc on continue. Donc cette charte s'applique aux langues qui sont pratiquées traditionnellement sur un territoire d'un État. Donc par exemple, ça n'est pas l'arménien. Puisque l'arménien, il y a beaucoup de Français à Marseille notamment, qui sont d'origine arménienne ou grecque. Mais c'est rattaché à aucun territoire en France. Il n'y a pas, comment est-ce qu'on dit, il n'y a pas un quartier arménien à Marseille, à Paris, il n'y a pas un quartier breton à Gap, je ne crois pas. Donc c'est pas rattaché
un territoire. Donc ça n'est pas concerné par cette charte. Ensuite, c'est dit aussi, ça n'est pas des langues de migrants, c'est-à-dire des langues dont les gens sont étrangers d'origine. C'est-à-dire, par exemple, l'arabe, l'espagnol, le portugais, l'italien, l'allemand, le polonais, toute langue russe, toute langue est intéressante à apprendre par ailleurs. Ça n'est pas concerné par la charte. C'est vraiment les langues traditionnelles, pratiquées sur un territoire traditionnellement. C'est donc pour ça que je parle du corse, du breton, de l'alsacien, du niçois, du gabancé, si ça existe, je ne sais pas. Je ne connais pas. Donc c'est écrit. Hein. Et dans les Hautes-Alpes, j'en connais au moins 30. Ah, mais c'est terrible, on dit souvent le provençal. Bon, ça, on en parlera après, ça n'existe strictement pas. Vous avez à 8 km d'intervalle une balance romaine, ça ne porte pas le même nom, hein, d'un village à l'autre. Bon. Donc, je n'ai vu ni les dialectes de la langue officielle de l'État. Donc, par exemple, en Bretagne, il y a 2 langues historiquement qui étaient parlées. Le gallo, qui était une langue d'oïl, un dérivé du français, et le breton celte, qui lui est alors n'est pas une langue dérivée de la langue officielle de l'État. Alors, est-ce que ça veut dire que le breton serait une langue minoritaire, mais le gallo pas? Voilà, là, on est déjà parti dans des complications, on n'est pas prêt de voir la fin. Vous avez compris. Alors, ce qui est extraordinaire, vous savez que c'est des scientifiques, c'est des linguistes, des mecs qui ont réfléchi, ils ont pondu, ils ont mis des années à pondre cette charte. Si vous me torturez, tout à l'heure, je vous dirai qui sont les auteurs de cette charte. Qui n'a pas été écrit en français au départ, c'est une traduction, je vous dis, c'est la traduction officielle. Et il faudrait que la langue soit le mode d'expression d'un nombre de personnes justifiant l'adoption des différentes mesures. D'un nombre de personnes. Alors quel nombre? Vous cherchez, c'est pas écrit. Il faut qu'il y ait un nombre suffisant pour justifier l'adoption de la charte dans leur territoire. Le nombre suffisant. Vous vous rappelez le sketch de Fernand Reynaud? Combien de temps il met un certain temps. Voilà, donc là, il y a un certain nombre. Donc, qui va décider de quel est le nombre de locuteurs? 10, 500, 2000, 3, enfin voilà, 50 000, c'est pas écrit. On continue. Bon, ça va, je saute, sinon ça va être trop long. Donc, je vous ai dit un minimum de 35 paragraphes. Et vous allez voir après comment c'est décliné de telle façon que tu prends le premier ou le troisième, c'est pareil. Donc tu choisis. Hein. Alors on continue. Et les dispositions, attention, vous allez voir, les dispositions de la présente charte ne portent pas atteinte aux dispositions plus favorables régissant la situation des langues régionales ou minoritaires. Si donc c'est des pays où c'est mieux, ça ne peut pas être pire que quand c'était mieux. En gros, ce que ça veut dire ce truc-là. Donc en France, par exemple, la loi d'Exxon, ça veut dire qu'on ne peut pas supprimer la loi d'Exxon sous prétexte qu'il va y avoir la charte, par exemple. Alors, ou le statut, c'est ça qui est important, le statut juridique des personnes appartenant à des minorités. Le statut juridique des personnes appartenant à des minorités. C'est quoi ça? Alors, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont définis comme étant une minorité. Définis par qui? On va supposer par l'État, supposons, ou peut-être par des experts, ou peut-être par la police, qui va définir des gens qui seront... C'est interdit, oui. Et oui, c'est interdit, vous savez depuis quand? Depuis 1945. Parce que le dernier gouvernement qui a défini un statut juridique des minorités, c'est le gouvernement de Pétain. Il a défini les Juifs, les Tziganes, en particulier les Juifs. Alors eux, pour la définition des statuts minoritaires, ils en connaissaient un rayon. Hein. En France, vous savez ce que ça veut dire, ça? Le statut juridique des minorités, ça a été supprimé en 1789. Il y avait l'Ancien Régime, qui était une société profondément inégalitaire. La noblesse, le clergé, le tiers-état, lui-même divisé entre des gens très riches et des pauvres paysans, tellement pauvres que c'était limite des esclaves attachés à la terre. Tout ça a été aboli en 1789, et à nouveau, il a fallu réabolir en 1944-45, à la Libération. Il n'y a pas de statut des Juifs en France. Pas plus qu'imaginer qu'il y a un statut des Corses et des Bretons. Et ces benets, parce que quand même, il y a des benets sur la terre, il y a des benets dans le monde, des gens qui revendiquent d'être Corses, qui revendiquent d'être Bretons, pas culturellement, vous savez, moi par exemple, quand j'étais petit, avec mon grand-père, je parlais un peu le patois du Haut-Vaucluse. Enfin, ça ne fait pas une identité juridique. Les gens qui réclament le statut de la langue corse, qui réclament la corcisation des emplois. Tu n'es pas corse, donc tu ne peux pas travailler.
dans une société corcisée. J'allais dire arianisée, mais corcisée. Sauf que là, ces gens-là, ils sont assez benés pour réclamer un statut de minoritaire. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est comme si les Juifs avaient porté des pancartes dans les années 30 en disant « Nous voulons notre étoile jaune ». Parce que les gens espèrent en tirer un bénéfice. On va voir quel est le bénéfice, mais ratifier ça, je rappelle, c'est une promesse de campagne du candidat Hollande, et ça a été voté par la majorité de l'Assemblée nationale. Des gens qui sont réputés savoir lire les textes de loi. C'est leur métier. Je veux dire, ils font ça. Infirmiers en soignent des malades, et eux, ils font des textes de loi. Le statut juridique des personnes appartenant à des minorités. On va redéfinir qui appartient à des minorités, qui va le faire, sur quels critères? Sur un critère linguistique. Il n'y a pas plus de 5000 Corses en Corse. Hein. Il n'y a pas plus de 3000 Bretons en Bretagne, si c'est le critère linguistique. Il y a combien de Provençaux ou d'Occitans à Gap? 7, 8. Vous voyez dans quoi on se lance? Donc je continue. Bon, les 10 humains, dans la République privée, j'ai déjà dit, j'accélère. L'adoption de mesures spéciales en faveur des langues régionales n'est pas considérée comme un acte de discrimination envers les locuteurs des langues plus répandues. Donc vous êtes content, savoir que si par exemple on corsise les emplois en Corse, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus travailler si vous êtes employé de préfecture, vous pourrez, si demain, après tout c'est pas un crime, hein, vous mariez avec une Corse, vous voulez vous installer à Ajaccio et garder votre boulot d'employé de préfecture, on va vous dire tu parles pas corse, t'es pas corse, on t'embauche pas. Hein. Mais ce n'est pas une mesure de discrimination. Non. Non, non. C'est juste pour favoriser la langue régionale. Moyennant quoi, vous savez comment est l'âme humaine, le Corse qui viendra se pointer à Marseille pour dire ben, « moi je voudrais bien travailler à la préfecture ». Et non, tu es Corse, toi. Moi je ne peux pas travailler en Corse, toi tu ne peux pas travailler à Marseille. Est-ce qu'on se rend compte de vers quoi on s'engage en nous disant que c'est pour la promotion des langues régionales. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un drôle de bazar, ça. Je continue. En définissant leur politique, donc les signataires s'engagent, en définissant leur politique à l'égard des langues régionales ou minoritaires, les partis, c'est-à-dire les États signataires, s'engagent à prendre en considération les besoins et les vœux exprimés par les groupes pratiquant ces langues. Les besoins... Les besoins et les vœux... Ça veut dire des pépettes, là. Eh oui, c'est du pognon. Alors c'est quoi? C'est du pognon, des mesures privilégiées, donc discriminatoires. Si vous dites les gens qui sont nés à Gap, ils sont prioritaires pour avoir du travail, ça veut dire que si moi je viens me faire embaucher ici, je n'en aurai pas. Vous voyez ce que je veux dire? Les besoins, c'est de l'argent, mais souvent c'est des prérogatives, c'est des privilèges linguistiques, ethniques, régionaux, particularistes, identitaires. Et là, je pose quand même une question. Pourquoi, si on dit les Français d'abord, c'est pas bien, et si on dit les Corses d'abord ou les Bretons d'abord, c'est formidable? Mais pour qui ils nous prennent? Pour les donner. Les mêmes mecs qui passent à la télé en disant, vous comprenez, ils disent les Français d'abord, c'est un scandale. Mais nous, on va signer les Corses et les Bretons d'abord, et ça, c'est très bien. C'est strict. Vous voyez? Et donc, je continue. Bon, voilà. Alors, ça, les gens disent, non, c'est toujours là-dessus, quand je dis, mais vous savez, ils vont faire l'enseignement. Je dis, prendre les maths en breton, en corse, tu rigoles. À prévoir une éducation préscolaire, en plus, petit préscolaire, assurée dans les langues régionales ou minoritaires concernées, donc vous l'aurez à la maison, on verra. À prévoir un enseignement primaire, préscolaire, primaire, assuré dans les langues régionales ou minoritaires. Ou à prévoir qu'une partie substantielle de l'enseignement primaire soit assurée, c'est la fameuse histoire, ou tout ou l'essentiel. Voilà, le choix que vous avez, c'est ou tout ou l'essentiel. Etc. À prévoir l'enseignement secondaire assuré dans les langues régionales ou minoritaires, à prévoir qu'une partie substantielle, bon ça va, vous avez compris, je ne vais pas répéter ça longtemps, c'est à chaque fois vous avez le choix, vous savez, il en faut au moins 35, il y en a 90, mais de toute façon, c'est, vous prenez celui-là ou l'autre, c'est un peu comme dire, vous voulez du steak ou du steak sans les frites, vous voyez, steak haricots verts ou steak frites, vous avez le choix, voilà, mais c'est toujours du steak. Enseignement secondaire, à prévoir un enseignement technique et professionnel.
je suis à la retraite, mais je donne pas mal de cours dans les écoles d'infirmières, dans les écoles d'aides-soignantes. Est-ce qu'on imagine qu'on va donner à Bayonne, à Biarritz, des cours pour soigner les gens en basque? Ça veut dire que les gamines, c'est surtout des filles, à qui on aura donné un enseignement d'infirmière ou d'aide-soignante en basque, elles sont condamnées à travailler au prix qu'on voudra bien les payer dans un bled qui est grand comme la moitié d'un département français. Si elles se marient avec un Parisien et qu'elles vont s'installer à Paris, est-ce que vous connaissez un service hospitalier qui va à Paris, qui va embaucher une infirmière qui ne parle que le basque professionnellement? Elle n'a pas le droit de se marier avec un Parisien. Voilà, ça on peut toujours s'enfuir de sa famille. Ah ben oui. Partir, on peut toujours. Après, il faut atterrir quelque part. Et avec la question du travail, c'est un peu une question. Vous savez ça, ce que c'est? Mais c'est les provinces d'Ancien Régime. Tu étais paysan, tu étais forgeron, tu étais cloué à la terre, parce qu'il y avait une loi, mais en plus, tu ne parlais pas la langue qu'on parlait à 50 km de là. Les poids et mesures, ce n'étaient pas les mêmes à 40 km de chez toi. Dans le Vaucluse, on en parlait, il y a 14 éminés à l'hectare. Vous voulez qu'on s'amuse à mesurer les propriétés cadastrales en éminés? C'est la République française, la Révolution française, quand elle a unifié la langue, elle a créé le système des poids et mesures que nous connaissons. Les mètres, les kilos, unifiés, c'est-à-dire ouvrir le monde. Tu pouvais être né, c'était le travail des instituteurs, les hussards noirs de la République. Tu étais né dans un bled pourri, excusez-moi s'il y a des gens du Poitou, au fin fond du Poitou, il y avait 400 habitants, tu pouvais finir préfet, instituteur, ministre, cadre supérieur de santé. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a un qui a fini ministre et tout ça, qui vivait dans le fin fond de la Creuse, juste à côté de Bourganeuf, un bled qui s'appelle la Martinèche, qui s'appelait Martin Nadeau. Et Martin Nadeau, il a été député ministre, et c'est celui qui était à l'origine, quand il a été ministre, des premières lois sur l'hygiène et la sécurité. Voilà. À partir du moment où ces gamines, parce que je parlais de ça avec des jeunes dans le bâtiment, dans n'importe quoi, l'enseignement professionnel, ils sont condamnés à recevoir un enseignement dans la langue. Plus personne ne parle. Personne. Le Corse, outre le fait que je pourrais ironiser sur le fait qu'au dernier référendum qu'il y a eu en Corse, ils ont fait 8% des voix, 8%. Je pourrais ironiser sur le fait que quand ils ont voulu unifier la région Alsace, ils ont pris un carton, alors que le oui était annoncé gagnant, ils ont pris un carton monstrueux, ils n'ont pas eu la majorité des 2 tiers dans un des départements, ils n'ont pas eu la majorité du tout dans l'autre. Hein? Et c'est encore un truc, voilà, on nous raconte monts et merveilles sans nous dire jamais le contenu du texte. Je continue, un enseignement universitaire. Eh oui, budget, hein. Vous imaginez déjà que les jeunes qui résistent de toute leur force à la mainmise, vous savez, le global English, le globish, cette espèce de langue qui n'est pas de l'anglais, qui est plutôt de l'américain, qui est un américain simplifié, qu'on les oblige à pratiquer dans les universités et tout. Vous avez des mémoires qui sont faites pour des universités françaises qui doivent être faites en anglais. Hein. Imaginez que le mec, il le présente en breton de Alors, il y a un stade où on est obligé de rigoler, parce que, je veux dire, même sa mère ne comprendra pas ce qu'il a écrit, quoi, le mec. On continue. Des cours d'éducation des adultes ou d'éducation permanente. Genre la fille qui est infirmière, qui prépare le concours des cadres. En Picard. Donc, à une Roumaine qui vient, si elle est en Picardie, on va lui apprendre le Picard. Et pas Ou tout, ou une partie substantielle. Tu as le choix, c'est ou tout ou une partie substantielle. On peut penser que, par exemple, un môme qui fait la terminale sciences, les maths, la biologie, les sciences physiques, c'est ce que j'appelle une partie substantielle. C'est ça ou tout. Sauf l'espagnol, par exemple. Ah non, parce que ça, c'est une langue des migrants. Ah non, non, parce que c'est une langue, mais en plus, ça ne sera pas concerné par la charte. Vous voyez ce que je veux dire, il n'y aura pas, y compris les facilités financières qui sont prévues à la sortie.
Vous voyez, parce que pour l'espagnol, l'italien, l'allemand, l'anglais, le russe, là, tout ça, on continue. Et on peut, en matière d'enseignement et en ce qui concerne les territoires autres que ceux sur lesquels les langues régionales ou minoritaires sont traditionnellement pratiquées, les parties s'engagent à autoriser, à encourager ou à mettre en place, si le nombre de locuteurs d'une langue régionale ou minoritaire le justifie, on ne connaît toujours pas le nombre, hein, un enseignement de la langue régionale ou minoritaire au stade approprié de l'enseignement. C'est-à-dire que si tu es breton et que tu trouves suffisamment de bretons bretonnants pour aller t'adresser à la préfecture de Corse, tu peux demander à avoir un enseignement en breton en Corse. C'est ça que ça veut dire. Alors, non, mais c'est risible. Oui, mais tu te demandes où ils vont chercher tout ça. Si c'était pas aussi grave. Alors, bien sûr, parce que c'est ubuesque, c'est ubuesque. Mais enfin, regardez, vous vous rappelez quand on voit des fois aux actualités les trucs qu'ils faisaient sur comment reconnaître un juif. On ne connaîtrait pas l'histoire. Vous regardez ces affiches, ces films, vous éclatez de rire quand c'est une bêtise confondante. Et vous dites quand même, à un moment, ça rigole plus, parce que voilà. Rappelez-vous l'histoire de l'ex-Yougoslavie. Hein. Ils parlaient la même langue, les mecs. Puis alors, peut-être vous connaissez des Serbes ou des Croates. Non. Il y a autant de différences entre un Serbe et un Croate qu'entre un Français et un Italien, c'est-à-dire rien du tout. Vous voyez ce que je veux dire? La seule différence qu'il y a entre un Français et un Italien, c'est qu'ils ne parlent pas la même langue. C'est-à-dire qu'avec la mise en place de ce... C'est pas une histoire, vous voyez, c'est pas une histoire linguistique. Il y a un prétexte linguistique à la destruction de l'unité de la République et de l'égalité des citoyens. La question linguistique, c'est le levier. C'est pas l'objet, c'est le levier. Mais ils se servent de ce levier pour déplacer quoi? Pour faire exploser, pour faire céder l'unité de la République, le socle républicain, tout à fait. C'est exactement ça. Et donc, je continue. Vous allez me dire, mais dans les procédures pénales, quand même, ils ne vont pas faire ça, ils vont pas... Dans les procédures pénales, à prévoir que les juridictions, à la demande d'une des parties, mènent la procédure dans les langues régionales ou minoritaires. Donc, une franc-comtoise qui divorce d'un Auvergnat, vous voyez ce que je veux dire? Il suffit qu'une des parties demande à ce que la procédure de divorce... Et s'il divorce à Amiens, c'est en Picard, alors. Sauf que le mec, comme tu dis, s'il arrive à trouver un nombre suffisant d'Auvergnats à Amiens, vous avez en vertu des articles qui précèdent. Donc c'est à garantir à l'accusé, donc par exemple un type qui a tué quelqu'un, à l'accusé le droit de s'exprimer dans sa langue régionale ou minoritaire, en justice. Ben oui, forcément, la procédure sera... Je ne sais pas si on se rend compte, dans les procédures donc, pénales, civiles, même topo, hein, tout ça, même topo, c'est-à-dire que, je ne sais pas, vous avez acheté une villa sur les hauts de Gap, et puis le terrain glisse, elle s'effondre, vous faites un recours contre le promoteur, il vous dit, moi je suis ariégeois, je suis catalan. Bon, ben, on va faire je demande à ce qu'on fasse le procès en catalan. Donc vous êtes français, francophone, c'est-à-dire moi je veux le droit de m'exprimer dans ma langue. Donc, ça veut dire qu'il faudra qu'il y ait une affaire bien menée, 2 avocats qui se mettent d'accord sur la traduction, etc., etc. Alors, en matière administrative, même topo. Ça va faire des emplois, hein. Ah, et on va voir dans quelles conditions ça va faire des emplois. En matière administrative, alors à prévoir que les juridictions, une partie en litige, à remettre, bon, bref, les documents, la production de documents et de preuves dans les langues régionales ou minoritaires. Si vous avez un problème de bail, de cadastre, je ne sais pas traduire éventuellement. Si c'est une société civile immobilière, vous avez du bol, ils sont 7, ils sont chacun d'une région différente. On est parti pour le... Ça ira plus vite de repercer le canal de Suez que de finir le procès, quoi. Donc, à ne pas refuser la validité des actes juridiques établis dans l'État, un acte juridique établi dans l'État, par exemple une loi, un règlement, dans l'État du seul fait qu'ils sont rédigés dans une langue régionale ou minoritaire. Oh. Je poursuis. À veiller à ce que ces autorités administratives, les autorités de l'État, les préfectures, les mairies, les départements, pour l'instant, utilisent les langues régionales ou minoritaires.
à veiller, voilà, pour que les collègues sont fonctionnaires, enseignants, agents de préfecture, infirmiers, postiers, enfin, ceux qui sont encore fonctionnaires, on les postiers, commence à être rare, à veiller à ce que ceux de leurs agents qui sont en contact avec le public emploient les langues régionales ou minoritaires dans leurs relations avec les personnes qui s'adressent à eux dans ces langues. Ce qui revient à dire qu'il n'y a plus de statut national de la fonction publique. C'est-à-dire que là, ils font droit aux revendications des petits voyous d'extrême droite nationalistes, bretons, corses ou ailleurs, tout ça ou ailleurs. À Marseille, il y a pas mal de collègues qui ont enseigné en Corse, par exemple, dans l'île, en français, mais en Corse, sur l'île Corse, et qui ont eu affaire à des jeunes gens nationalistes en terminale, hein, qui leur disaient « mais vous n'avez pas le droit de corriger ma copie en français. Vous corrigerez ma copie en français quand vous parlerez le corse aussi bien que moi je parle le français. » Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'il y a un groupement de fait, une bande, qui veut substituer une loi de fait aux lois de la République. Parce que jusqu'à nouvel ordre, pour être français, pour être fonctionnaire, il faut réussir les concours d'admission. Les concours, ils sont en langue française. Et ils sont ouverts à tous, et on est tous à égalité de droit. C'est par là que j'ai commencé tout à l'heure. À partir du moment où on introduit une différenciation linguistique, il faut, si tu veux travailler, j'en sais rien, tu veux prendre ta retraite en Champagne, il faut que tu sois en mesure, tu te dis, ben, je pars 5 ans avant la retraite, je vais faire mes 5 dernières années, je vais travailler en Champagne, il faut, tu es inspecteur du permis, donc tu t'adresses à des usagers. Si le mec te parle en patois chouan un peu loin, il faut que tu sois capable de lui répondre pour avoir un poste. Ça veut dire que c'est la fin du statut. Puisque ça veut dire que c'est la régionalisation du recrutement. C'est recrutement sur un critère linguistique, un critère ethnique en fait. C'est du nationalisme régionaliste. Comme j'ai dit tout à l'heure, les Corses, les Bretons d'abord, les Basques d'abord, les Catalans d'abord, c'est pas différent des Français d'abord. Et l'histoire de l'ex-Yougoslavie nous a bien montré que les petits, numériquement petits nationalismes, ils ne sont pas plus tendres que les grands. Hein. Ils ne sont pas plus gentils. Hein. C'est pas parce qu'ils sont 500 000, les mecs, qu'ils ne vont pas mettre le feu au village d'à côté. Hein. Donc voilà, on est parti dans un truc, l'emploi des langues régionales ou minoritaires dans le cadre de l'administration régionale ou locale. Ça vous en fait grâce? Ça en plus, même plus. Hein. À assurer, donc vous savez que l'Europe, on vit dans le cadre de la concurrence libre et non faussée. C'est-à-dire que par exemple, là, la SNCM risque, Société de transport maritime, risque... Elle va mal. Elle risque de fermer, de mettre la clé sous le paillasson, puisque l'État, à un moment donné, a subventionné à 400 millions d'euros, 440 millions d'euros. Et la Commission européenne a dit ah non, c'est la concurrence faussée. On n'est plus du privé contre du privé, on n'est plus dans la concurrence, puisqu'il y a un État qui aide. Alors l'État a versé pour maintenir l'emploi. La concurrence libre et non faussée. Hein, vous connaissez l'histoire. C'est-à-dire, en clair, il faut faire baisser le coût du travail. Hein. C'est ça l'histoire. Hein. Mais là, vous voyez, il y a une dérogation au principe de la concurrence libre et non faussée. Les parties signataires, enfin, les États signataires, doivent veiller, assurer la création d'au moins une station de radio et une chaîne de télévision dans les langues régionales ou minoritaires. Donc c'est l'État qui doit assurer ça. En plus. Donc là, il n'est pas question de concurrence libre et non faussée. C'est là que la fameuse histoire du pognon. Alors évidemment, comme ça va être des chaînes, après il y a les journaux papier aussi, hein, la presse, les médias, lus, écrits, parlés, en langue, au moins une chaîne, au moins un organe de presse, en langue régionale ou minoritaire, ça veut dire qu'ils vont embaucher que des gens qui parlent cette langue. Ça tombe sous le sens, pas besoin de vous faire un dessin, ou un organe de presse. Ah oui, tout le monde, ça peut être c'est le critère d'embauche, il faut parler la langue. Donc, je ne sais pas, en Picardie, il faut parler Picard, quoi. Bon, après, je passe. Et alors, en matière d'activité économique et sociale, donc là, tout y passe, définir leur réglementation financière et bancaire, des modalités permettant, dans des conditions communes à l'emploi, compatibles, hein, l'emploi des langues régionales ou minoritaires dans la rédaction d'ordres de paiement, chèques, traites, etc., d'autres documents financiers ou, le cas échéant, à veiller à la mise en œuvre d'un tel processus.
à veiller à ce que les équipements sociaux, tels que les hôpitaux, les maisons de retraite, les foyers, offrent la possibilité de recevoir et de soigner dans leur langue les locuteurs d'une langue régionale ou minoritaire. Attention, il n'a pas écrit dans la langue régionale ou minoritaire du coin. Non. Partout, à partir du moment où vous aurez un statut de Mais moi, locuteur. moi, je trouve que c'est bien. On n'a plus de chômage. Ouais, ça va simplifier, quoi. Sauf pour les mecs qui ne parlent que le français. Ceux, les malheureux, qui ne parleront par exemple que le français, l'anglais, l'espagnol, le russe et le chinois, n'auront pas de travail. Vous voyez ce que je veux dire? Les hôpitaux, les maisons, les retraites, les foyers. Alors après, le fameux truc, chaque partie signataire s'engage à désigner un expert qui fera partie d'un comité d'experts européens, sera composé d'un membre pour chaque partie, pour chaque pays, désigné par le comité des ministres sur une liste de personnes de la plus haute intégrité, évidemment, si en plus on est des voleurs, de haute intégrité, d'une compétence reconnue dans les matières traitées par la charte, qui seront proposées, etc. Et c'est ce comité d'experts qui jouera par rapport à la charte européenne un peu le rôle que la Cour de justice européenne joue pour le reste. C'est-à-dire qu'ils diront, non mais la France n'a pas respecté, ils ont signataire, ils n'ont pas respecté la clause du paragraphe 18, donc ils sont condamnés à tant de millions d'euros d'amende, etc., etc. Et c'est ce comité d'experts qui décidera souverainement de ces choses, etc., etc. Donc, si je voulais résumer, voilà, ça c'est le contenu. Donc il y a pratiquement aucune part d'analyse de ma part. Il y a juste le contenu de ces dispositions. Et donc ma part d'analyse est la suivante, fondamentalement, c'est que, on va pouvoir... il y a des trucs qui défient l'imagination, mais pour l'essentiel, on va définir qu'il y a des gens qui ont un statut de minoritaire dans la République. Deuxièmement, que les groupes linguistiques, ces groupes ethniques, auront des droits particuliers et qu'il faudra prendre en compte leurs vœux et leurs besoins, tels qu'exprimés par eux. Troisièmement, que l'autorité pour juger de ça va être extérieure à la République, puisque c'est le comité d'experts en question, et que quatrièmement, c'est, comment vous dire, avec ce levier linguistique, c'est la préférence nationale, en définitive régionale, la préférence régionale, pour le recrutement, pour les emplois, y compris dans les fonctions publiques. Voilà un peu la conclusion que je voulais dire. Alors, on ne peut pas s'empêcher, je ne peux pas m'empêcher, de faire le rapprochement avec ça, et avec la mise en place des nouvelles dispositions annoncées là, par le gouvernement, qui prévoient, en gros, de vider les communes de leur substance, de transférer leurs prérogatives aux communautés de communes. Deuxièmement, la liquidation des départements avec des grandes régions. Les grandes régions, c'est le modèle, c'est pour moi qui ai découvert ça tout seul, c'est le modèle des Länder allemands. C'est 11 régions, 12 régions, c'est le modèle exact des Länder d'Allemagne. Avec le fait que c'est... parce qu'il y a la question de la taille des régions, du découpage des régions. Mais le plus fondamental, c'est que ces régions, elles vont avoir un droit de réglementation. C'est-à-dire que le code du travail pourra varier d'une région à l'autre. Que toute une série de législations, y compris peut-être la délivrance des diplômes, les CAP, le bac, etc., le contenu pourra varier d'une région à l'autre. Mais dites-moi, ça s'emboîte à merveille avec cette affaire linguistique. Parce que la région pourra décider que tel ou tel de ces territoires, pas l'ensemble de la région, mais tel ou tel de ces territoires va avoir le statut de zone linguistique au sens de la charte régionale, des langues régionales, la charte européenne des langues régionales ou minoritaires. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où, un peu par tous les bouts, on est en train de faire exploser la République. La République, tout à fait. Et tout ce que ça signifie, parce que ça veut dire que, par exemple... Les États. Oui, les États-nations. Et puis si on fait exploser la République, on fait exploser les États. Forcément. Et vous avez vu dans l'actualité deux éléments à voir. Vous avez trois. Premièrement, vous avez la co-officialité de la langue corse qui a été votée par le Conseil régional corse, à l'unanimité des groupes, ce qui est quand même un peu confondant, qui prévoit
l'utilisation, la co-officialité, l'utilisation du corse au même titre que le français. Non, hein, c'est une anticipation de la ratification de la charte. Vous avez vu l'histoire des volets rouges, les Bretons d'abord. Les Bretons d'abord, ça veut dire quoi? Ça veut dire que patron et ouvrier breton, nous avons plus de choses en commun que ouvriers français, ouvriers bretons. Ça évoque des trucs, ça. Particularisme. Oui, c'est... Voilà. Alors, c'est bien le côté retour à l'ancien régime. Mais... Voilà. Et puis, troisièmement, il y a un bled, j'ai oublié le nom, c'est un des derniers communiqués de la Fédération de la Libre Pensée, peut-être que quelqu'un va m'en rappeler. Il y a une ville en Alsace où ils ont décidé, ça va tomber, ils ont décidé que... C'est la table qui va tomber. C'est la table qui va tomber, j'ai bien compris. Et moi, si je m'appuie dessus, je tombe avec. Ça, c'est l'enchaînement terrible des causes et des conséquences. Hein. C'est une table corse. Monté par des Bretons. Alors, j'ai rien contre les Corses bretons, vous avez compris. Ben, écoute, tu as bien fait de faire ça, je ne sais plus où on en était, donc on m'interrompt et je rends la parole au président et à la salle. Si tu parlais d'une ville en Alsace. Une ville en Alsace dont j'ai oublié le nom, peut-être quelqu'un s'en rappelle, c'est un des récents communiqués de la Fédération de la Libre Pensée. Ils ont décidé que dans cette ville, tous les trucs seraient faits trilingues. Français, allemand et alsacien. C'est une région frontalière. Voilà, c'est les débuts de la pré-application. Ce projet de loi sur l'acte 3 de la Constitution sera présenté au Conseil des ministres le 21. Là. Moi, je pourrais vous en faire passer un truc. Dans le cadre du Conseil du Césaire, le Conseil économique et social environnemental régional, on a reçu une analyse d'un constitutionnaliste. Et je peux vous l'envoyer, qui n'est pas mauvais. Je veux dire, ils ont monté une usine à gaz. Et comme j'ai l'habitude de dire, l'usine à gaz, c'est un principe édenté, c'est celui d'exploser. Mais je vous enverrai à tout ça et vous les ferez pas, vous le ferez passer. Hein, c'est pas inintéressant sur... en fin de compte, je t'enlève les pouvoirs, mais tu le gardes, le département reste, mais on ne peut pas supprimer on ne peut pas le supprimer parce qu'il faudrait revoir la Constitution. Or, le gouvernement sait que s'il va dans une réforme de la Constitution, il se fait planter. Ouais. Globalement, ça veut dire qu'on a le droit de créer une nouvelle collectivité, parce que dans la Constitution, il y a 3 collectivités, donc les communes, les départements et les régions. Et on a le droit de créer une nouvelle collectivité qui récupère les prérogatives des autres. Ça veut dire que les autres, ils restent. On n'a pas le droit de toucher à l'Assemblée. C'est-à-dire que globalement, on enlèverait les prérogatives du département, mais on serait obligé de garder les conseillers généraux. Comme les maires, mais il n'y aura plus rien. Oui, non, mais il n'y aura plus rien dedans. Donc on aura un coquille vide, et bonjour un peu pour la lisibilité des choses. C'est vrai que ils remettent en cause des communautés de communes, ils remettent en cause tout un tas de trucs. Donc toute la structuration au fur et à mesure des lois de décentralisation qui ont été faites depuis de fer, je veux dire, on est en train, on a dit, ils avaient essayé les pays, ça n'a pas bien marché. Moi je me souviens d'une réunion qu'on avait eue à cette époque-là avec Guigou. Moi j'ai dit que j'étais contre, elle m'avait dit que je n'y comprenais rien, elle dit moi je suis contre, pourquoi? Parce que ça va nous faire la 5e colonne sur la feuille d'impôt. Elle m'a dit que c'était pas vrai, que les pays, ça n'allait faire aucune imposition nouvelle, etc. Ouais. Bon, ça ne l'a pas fait par les pays, là où ça a été mis en cause, ça l'a fait par une augmentation des impôts locaux ou départementaux. C'est vrai que ce système-là, c'est une usine à gaz et qui risque d'être, et qui sera hyper dangereuse de la République. On l'a vu le fiasco du référendum en Alsace, et c'est vrai que là aussi, comme tu disais, moi j'y suis très sensible au fait de cette discrimination qui aura lieu par rapport au travail. Hein, je veux dire, ça c'est une évidence majeure pour moi.
Bon, après, bonjour, quand on est un peu dans la fonction publique ou dans d'autres trucs, bonjour les mutations. Quand on vous dit tu veux un grade, il faut partir dans le départ. Ou alors on va devenir très bon en langue. Non, mais bon, supprimer la clause mutation, promotion, mutation. Ah, vas-y. J'avais une question, puisque c'est européen. Est-ce que ça a été mis en place dans d'autres pays? Et si oui, est-ce qu'on a les résultats, entre guillemets, de... Dans la langue, Laquelle? Laquelle? Je réponds comme ça. D'accord. Alors, sur... bien sûr, aucun problème. Alors, le problème, c'est que les pays... Alors, il y a... je n'ai pas la mémoire des chiffres, je crois qu'il y a 47 pays dans l'Union européenne, enfin, sur le continent européen. Je crois qu'en comptant la Russie, il y a 47 pays. 47, oui. 47, c'est ça. Il y en a 35, 32, quelque chose, plus d'une trentaine, qui ont signé, c'est-à-dire les gouvernements ont signé la charte. Mais dans la plupart des pays à prétention un peu démocratique, une fois que le gouvernement a signé, il faut que ce soit ratifié par le Parlement ou par référendum, ça dépend des cas. Il n'y a que 25 pays qui l'ont ratifié. Donc déjà, en 99, quand la France a refusé, nous étions loin d'être isolés. Après, il y a les situations sont très différentes d'un pays à l'autre. Je prendrai deux exemples. Les exemples que je connais mieux, la France, depuis 1789, c'est une république unifiée, unitaire, une et unique. L'Espagne, il n'y a pas eu de révolution de 1789. Ça n'a pas existé là-bas en Espagne. Il a fallu attendre 1931 pour qu'il y ait la première république en Espagne et qui a adopté une constitution. Et une constitution d'ailleurs qui était, si possible, plus anticléricale que la loi de 1905. Ils avaient poussé le truc jusqu'à ce qu'un membre un prêtre, un membre d'une institution religieuse, les prêtres en particulier, ne pouvait être ni ministre ni député. Parce qu'en France... C'est un rejet total. Oui, oui. Alors qu'en France, parce que l'exploitation était encore plus féroce là-bas qu'ici, et elle a duré encore plus longtemps là-bas qu'ici. Mais la France, les libres-penseurs qui ont rédigé la loi de 1905, ont privilégié le principe de liberté individuelle. C'est-à-dire que l'État doit être séparé du culte, mais quelqu'un, on ne peut pas lui causer un préjudice du fait qu'il est membre d'une église. C'est son droit. Donc voilà le raisonnement qu'il y a eu. Et en 1931, la République espagnole avait conscience du fait que comme il n'y avait pas eu cette révolution unificatrice du pays, comme en France, il y a des nationalités au sein de l'Espagne, du peuple espagnol, qui se considéraient comme colonisés, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas opprimés par le pouvoir central, par la monarchie centrale. Et pour montrer que la République était bonne fille, elle avait donné un statut d'autonomie intérieure, notamment, pas seulement, mais notamment, au Pays Basque et à la Catalogne. Il y avait, au sein de la République espagnole, il y avait une République basque, dont le Premier ministre s'appelait Aguirre, si je me souviens bien. Et en Catalogne, il y avait une République catalane, je suis sûr que le Premier ministre s'appelait Luis Companys. Voilà, il y avait l'Aragon, un statut particulier, enfin voilà. C'est-à-dire que la République espagnole avait dit, on a conscience de cette disparité de traitement, de cette espèce de colonisation, c'est un peu fort peut-être, mais enfin voilà, de profonde inégalité. Et donc, voilà, donc dans un pays comme l'Espagne, la reconnaissance du particularisme linguistique, c'est la reconnaissance d'un fait existant. Vous allez à Barcelone, dans la rue, les Catalans parlent catalan. Les autres Espagnols parlent espagnol. Voilà. Mais les Catalans, vous avez dans certains quartiers, vous allez dans les magasins, dans les bistrots, tout le monde parle catalan. Et tout se fait en catalan au niveau administratif. Voilà, d'ailleurs, c'est ce qu'ils appellent la généralité de Catalogne, la généralité de Catalogne. Donc, on ne peut pas dire, on peut pas, le basque, l'histoire du Pays basque, mais y compris en Navarre, les gens s'expriment en langue basque majoritairement. Donc, on ne peut pas appliquer, vous voyez, comme ça, la situation qui est en France. Et la charte européenne, justement, elle a cette particularité, c'est de vouloir non seulement appliquer la situation de l'Espagne à l'ensemble des pays, même qui ne sont pas concernés par ces problèmes, mais que plus fondamentalement,
vous voyez, c'est ce fameux, la question linguistique, c'est un prétexte au démantèlement des États. Alors ça, c'est le premier aspect. Vous avez un autre aspect qui est que dans certains pays, il y a effectivement des langues minoritaires, mais ça prend un caractère encore différent de celui de l'Espagne. Vous avez par exemple, c'est en, je ne dis pas de bêtises, en Yougoslavie, vous avez une région, la Voïvodine, où il y a beaucoup de gens qui parlent hongrois, qui sont hongrois d'origine. Vous avez le même problème en Roumanie. Il y a des régions, où Timisoara, tout ça, où les gens sont hongrois. C'est les résultats des découpages qu'il y a eu, les guerres balkaniques, la guerre de 14-18, la guerre de 39-45. Déplacement de population, découpage et tout. Et donc vous avez des pays où il y a des minorités linguistiques, incontestablement. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ça a donné, dans certains endroits, un élan, la charte, pour répondre à la question, il faut bien différencier, ça a donné un élan à toute une série de revendications dont on a vu qu'elles n'étaient pas seulement linguistiques. Et par exemple, il y a toute une série de minorités hongroises, parfois à la tête desquelles se trouvent des partis d'extrême droite, qui demandent leur rattachement à la Hongrie, leur scission avec la Yougoslavie pour la Voïvodine, la Roumanie pour la région de Timisoara, etc. Voilà. J'espère avoir répondu à peu près. Il faut juger pays par pays, cas par cas. Alors il est intéressant de savoir qui a rédigé cette charte, au fait. Une bonne question, non? Par exemple, quand on dit qui sont les pères de l'Europe, ça répond un peu à qu'est-ce qu'est l'Union européenne. Là, c'est le Conseil de l'Europe, c'est différent, mais qu'est-ce que c'est que l'Union européenne? Vous savez que ceux qui ont fondé l'Union européenne, c'était tous des démocrates chrétiens, des hommes politiques démocrates chrétiens. Adenauer, démocrate chrétien, De Gasperi, italien, démocrate chrétien, Van Zeeland, démocrate chrétien, belge, démocrate chrétien, Monet Schuman, démocrate chrétien. Donc, nous, à la Libre Pensée, on analyse que c'est donc une Europe démocrate chrétienne. Ce que je veux dire, parce que c'est une des raisons, mais ce n'est pas la seule. Et donc, cette charte, elle a été rédigée par un mouvement qui s'appelle en allemand, parce que c'est une organisation allemande, qui s'appelle la FUEV. Alors, grâce de mon allemand qui est lamentable, je n'ai jamais appris l'allemand. C'est la Fédération fédéraliste et ethnique européenne. Comment? Fédéraliste et ethnique européenne. C'est leur objectif officiel. Alors c'est une revue, c'est une association qui tourne autour d'une revue qui existait avant-guerre, qui a cessé de publier en 1944 et qui a repris sa publication au début des années 60, en reprenant d'ailleurs la numérotation de la revue sur le dernier numéro de 44. J'ai oublié le numéro, mais c'était n'importe quoi, 172, ils ont reparu 15 ans après, 173. Et leur objectif, c'est la préservation des ethnies minoritaires en Europe. Et donc pour ça, la préservation des langues minoritaires en Europe. Donc c'est une organisation ethniciste. Et voilà les origines. Et après, je ne sais pas si ça vous intéresse, il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est à voir quels sont les fondateurs des mouvements régionalistes en France. Les Corses, Bretons, Alsaciens, etc. Les fondateurs de ces mouvements régionalistes. Alors, en insistant quand même sur un point, c'est que pour la libre pensée, il ne s'agit pas de limiter le droit qu'ont les gens d'apprendre le breton, le corse, le provençal, le picard, enfin les gens apprennent ce qu'ils veulent. D'ailleurs, ils ont le droit d'apprendre le grec ancien, le latin, l'espagnol, le russe, l'anglais, la littérature anglaise, enfin là. Plus on sait de choses dans la vie privée, en tant qu'individu, plus on est cultivé. Dans l'idéal, il faudrait tout savoir. Hein, mais plus on apprend de choses, plus ça vaut. C'est pas du tout ça. C'est à partir de. C'est pas le problème, n'est pas un problème linguistique. C'est à partir du moment où on donne un statut juridique à des gens qui sont locuteurs d'une langue minoritaire. On les reconnaît comme un groupe linguistique, comme un groupe ethnique. Et c'est le but de cette fameuse FUEV, c'est la promotion des groupes ethniques minoritaires. Comme je suis un peu acide des fois. C'est en gros le programme de la Wehrmacht qui avait occupé la France, où il s'agissait de promouvoir la Flandre, la Bretagne, l'Alsace, était rattachée à l'Allemagne directement, la Savoie, etc.
etc. S'il te plaît. Deux questions. La première, c'est cette charte-là, elle doit être ratifiée où elle est, etc., par tous les États. Non, Les il y a États. des États qui ont refusé, Non, majoritairement. mais je veux dire, quand tu parles de l'Europe, là, Ah tu non, parles non, des États. ça s'applique pour les États qui l'ont signé. Oui, mais de l'Europe. De l'Europe. Du continent. Ah, Pas de l'Union européenne. Ah voilà, Continent européen. ça va au-delà. Ah oui, par exemple. je Donc sais ça pas. veut dire qu'il n'y aura pas de ratification par le Parlement européen. Ah, non, c'est. Non, mais c'est la question. Non, non. Voilà. Pas du tout. C'est un État signe, il s'engage à l'appliquer, il participe à la désignation du comité d'experts, et le comité d'experts, à partir de là, le juge. D'accord. On va dire à la France, c'est pas bien ce que vous avez Et fait, voilà. vous avez signé, vous n'avez pas respecté, il faut payer. Notre question elle est un peu provocatrice. Il y a des États où il y a plusieurs langues officielles. Oui. La Suisse, par exemple. Oui. Il y a l'allemand, l'italien, Français. le français et le romanche, qui est une langue minoritaire. Et tous les textes de loi, trucs machin, les votations, etc., c'est dans les 4 langues. Ça se passe bien. C'est la Suisse. Voilà. On a 4 langues. Non, non, mais C'est même parce que c'est la le Suisse. problème de la Suisse, c'est qu'il n'y a que 4 langues. Je fais exprès. C'est la Suisse. C'est un peu comment Oui. je ne sais pas si je. Il y en a déjà beaucoup pour un seul pays. Je sais. Je crois qu'en France, ils ont, je ne suis pas sûr du chiffre, j'ai oublié, hein, mais c'est dans la raison, ou dans celle-ci ou dans le prochain numéro qui sort, puisqu'on a fait une réunion à la Bourse du Travail à Paris, c'était samedi dernier, j'étais à Paris, hein, avec différentes organisations pour alerter l'opinion publique, les médias, enfin, voilà, sur cette charte européenne. Je ne me souviens plus si c'est une cinquantaine ou une soixantaine de langues régionales et minoritaires en France. Langue ou dialecte, attention, ce sera pareil. hein. Ah, mais les experts de la charte ont recensé Les langues, les dialectes. des langues qui tomberaient, parce qu'après, la question langue-dialecte, c'est hyper compliqué, il faut Ben oui. être linguiste au moins, parce que en plus, il y a des fois un truc, tenez, une partie de ma famille, ils sont catalans d'origine, de vous à moi. Qu'est-ce que c'est le catalan? C'est comme le provençal, le français ou l'italien, c'est des patois du latin. Le catalan, vous écoutez parler, si on écoute calmement, hein, si quelqu'un vous lit un texte en catalan, les gens qui ont un peu des lueurs en provençal, ils comprennent l'essentiel du texte, et vice-versa. Un gars qui parle couramment catalan, vous lui lisez un truc en provençal, il comprend. Pas forcément à l'écrit, mais à l'oreille, il comprend, c'est des langues. Oui, le catalan, ils sont 10 millions, et puis alors c'est une langue. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous voyez, sinon on va rentrer dans... Mais les experts de la charte, les fameux experts, enfin les experts désignés par les États, alors est-ce qu'ils sont linguistes ou archevêques? Après l'État, il désigne ce qu'il veut. Non, je rigole. Vous savez qu'il y a un comité européen d'éthique. C'est un comité européen d'éthique. La France a droit à 2 représentants. Les 2 qui ont été désignés par la France, il y en a un qui est père jésuite, et l'autre, parité oblige, c'est une dame, elle est vierge consacrée. Je ne parle pas de sa vie privée. Non, elle appartient à un mouvement d'église, de l'église catholique, vous savez, les petites sœurs des pauvres, l'Opus Dei, les jésuites, enfin, elle appartient à un mouvement d'église qui s'appelle les Vierges consacrées. Donc ceux qui représentent la France au comité d'éthique, par exemple pour discuter sur le droit à l'IVG, eh bien, il y a un père jésuite et une vierge consacrée. Ils sont pour l'autre. Vous voyez le système? Donc là, les experts qu'ils ont désignés, c'est sûr qu'ils vont désigner un linguiste. Mais le mec, il peut être linguiste et père jésuite. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, vous voyez des journalistes à la télé, des On gens va qui parler font la des tête études. bientôt. Non, mais je ne sais pas si je... Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez des gens qui passent à la télé qui sont journalistes. Par la bande, vous apprenez que c'est des militants d'associations de l'Église catholique. Claire Chazal, par exemple. C'est une militante catholique, officiellement proclamée. Hein. Elle s'en cache pas, elle fait des conférences et tout sur la doctrine catholique. Sur... Il y a bien des sénateurs maires qui sont proches de l'Opus Dei. Tout à fait, oui, il y en a. Alors si tu parles du maire de Marseille, voilà ce qu'il dit, lui. Il dit, moi je n'ai jamais été, comme vous savez, c'est un homme qui ne ment pas, il dit, je n'ai jamais été membre de l'Opus Dei, mais c'est vrai que j'ai donné des cours. Donc j'ai été salarié. Ah, c'est pas pareil. Oui, non. Voilà ce qu'il dit. Moi je n'ai pas fait d'enquête, je vous dis, voilà ce que dit Godin. Mais vous voyez ce que je prends l'exemple de Claire Chazal, c'est typique. Vous pensez que vous avez affaire à une journaliste.
C'est une militante catholique, c'est pas pareil. Elle a le droit d'être militante catholique. Et pourquoi ne pas le dire? D'ailleurs, quand il y a des élections professionnelles, la CFTC étant pas un syndicat très majoritaire, elle est toujours candidate et élue d'ailleurs sur les listes CFTC pour les représentants du personnel de TF1. C'est son droit, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est bien que ce soit public après tout. Voilà, donc la France va désigner l'expert, et donc déjà parmi les experts qui existent, parmi lesquels il n'y a pas de français pour l'instant, donc ils ont leurs moyens, c'est un métier linguiste, hein, ils ont recensé, je crois que c'est un peu plus d'une soixantaine de langues régionales et minoritaires, langues au sens de la charte, hein, telle que définie là, c'est-à-dire qu'il y aurait un nombre de locuteurs suffisant. Parce qu'à partir de quand c'est une langue, il y a un nombre de locuteurs suffisant. Mais dans le texte... Ce qui veut dire globalement, c'est que toutes les préfectures, toutes les mairies et tout ça seront obligées de s'adapter à ces 60 langues. Ouais. Puisque s'il y a quelqu'un qui passe, qui n'est que... Et puis il est partout, il serait d'une autre grande instance. Ah, les conseils de prud'homme. Oui, puisqu'un contrat du travail... Prenons l'exemple d'un patron, qui est breton. Je le dis innocemment, puisque je pense au bonnet rouge, évidemment. Hein. Un patron qui est patron en Bretagne, il a une conserverie d'Anjois, pour prendre un exemple, ou une fabrique de bérets, ou une fabrique de marinières. Il va faire ses contrats de travail en breton. Le règlement intérieur de la boîte sera en breton, et il n'embauchera que des bretons. Et il n'embauchera que des bretons. Ça vous connaissez, je ne sais pas si ça existe. Montebourg ne sera pas d'accord, hein, parce que les marinières, c'est français. Hein. Oui, mais en même temps, c'est ce même gouvernement qui passe un accord avec les bonnets rouges, qui eux, c'est les Bretons d'abord, c'est pas les Français d'abord, c'est les Bretons d'abord. C'est-à-dire la grande différence qu'il y a entre les bonnets rouges et Marine Le Pen, c'est qu'elle dit les Français d'abord et qu'eux disent les Bretons d'abord. Sinon, Marine Le Pen n'a pas de bonnet rouge, mais sinon, voilà. Ces gens-là sont des gens... Mélenchon, il dit moi d'abord. Voilà, c'est un autre débat. Mais vous voyez ce que je veux dire, et vous avez déjà ce qu'on appelle des zones franches, notamment dans les quartiers nord de Marseille, puisque c'était des quartiers où il y avait un taux de chômage, je dirais, faramineux. Et le gouvernement de l'époque, je pense que c'est aussi un gouvernement de droite à l'époque, c'est donc très différent, et puisque ils sont de gauche et les autres ils sont de droite, donc c'est comme les bonnets rouges et Marine Le Pen. Et donc ils avaient dit on va faire des zones franches, c'est-à-dire des endroits où les patrons ne paieront pas d'impôts pendant 5 ans, etc. Et donc il y a par le banque comme ça, un truc intéressant. Il y a eu deux phénomènes qui se sont produits. C'est que il y a des infirmières qui ont installé leur bureau et leur boîte postale en zone franche, même si elles ont leur clientèle 1 kilomètre plus loin dans Marseille, il faut leur tourner. Donc pendant 5 ans, elles sont exonérées d'impôts, pendant 2 ans de tout impôt, pendant encore 3 ans. Qu'est-ce qu'elles font? Au bout de 5 ans, elles ferment le cabinet, et quelqu'un d'autre, une autre infirmière, on reprend le cabinet, et elles vont prendre un cabinet ailleurs, toujours en zone franche. Tu as créé que dalle comme emploi, mais il y a des gens qui sont exonérés d'impôts. Je pense que j'ai, alors que l'infirmière qui travaille, elle, à l'hôpital, elle en paye, garantie. Mais ça, c'est le seul phénomène. Un peu rigolo, ça m'a fait penser, vous savez, dans la pièce de Marcel Pagnol, Topaz, le trafic de pissotière, la pissotière qui tourne, à chaque fois, le mec il paye, le bistrot il paye pour qu'on aille mettre la pissotière sur la terrasse de l'autre. Voilà, ça me fait penser à ces trucs-là. Mais il y a un truc qui est plus grave que ça, c'est qu'il s'est créé des entreprises communautaires. Vous avez le gars qui importait de l'huile d'argan du Maroc. En zone franche, il est patron marocain, il n'a employé que des ouvriers marocains. Et il les paye d'ailleurs en dessous du SMIC français, ce qui est interdit. Il parle français? Il parle surtout, il y en a qui sont tout à fait bien francophones, il y en a qui sont plutôt arabophones, il y en a qui font métomètre. Mais enfin, c'est tout à fait interdit. Payer les gens sous le SMIC, c'est interdit. Hein. Mais le gars, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je te marque sur ta feuille de paye que tu es payé au SMIC, mais je te donne moins en liquide, je te donne moins. Il dit, mais je vais porter plainte. Toi, si tu portes plainte, je te vis. Hein. Je paierai l'amende, mais toi, tu ne travailleras plus jamais. Il y en a quand même qu'on fait pire sur ce système-là. Il y a quand même les structures anglaises qui faisaient signer à des Français des contrats sur le droit anglais parce qu'ils étaient comme ça. Bon, ils se sont fait planter, un certain nombre se sont fait planter, et maintenant ils ne recommencent plus.
Sauf que maintenant, tu as les sociétés russes qui louent des hôtels et qui arrivent avec leur personnel qui payent en date de Russie. Et Vars, hein, c'est pas loin de chez nous. Hein. Ils payent en... Ils payent au tarif russe. Voilà. Ils viennent, ils apportent leurs cuisiniers, leurs femmes de ménage et tout ça, donc ils louent l'hôtel. Oui. Même à Sarceau, il y a ça. Il y a des Anglais aussi. Puisqu'on parle de gens hospitaliers, tu as vu la dernière info, je ne sais pas si c'est vrai, hein. Il y a un émir là, qui a loué le dernier étage d'un hôpital public. Celle-là, vous l'avez jamais vu. Tu n'as pas vu ça? Non. Ah ben c'est possible. Tu sais, c'est le net, alors après il faut savoir si c'est vérifier vrai ou pas. Pour se faire soigner quand même. Hein. Oui. Le dernier étage, 9 chambres. Et lui, il n'en a besoin que d'une. Pour que ça soigne avec les médicaments d'État. Il a payé, surcoté et tout. Et après, on manque de chambres dans les hôpitaux. Tout ça pour vous dire qu'en fait, le problème de cette histoire de charte régionale appliquée à la France, le problème que ça pose, c'est qu'à partir du moment où vous organisez une société sur une base linguistique ethniciste, en fait, les gens qui aujourd'hui revendiquent, l'ouvrier breton, leur délégué syndical breton, qui revendiquent aujourd'hui les Bretons d'abord, le mec il est en train de se passer la corde du cou autour de lui et des générations futures. Parce que à partir de là, tu es attaché à ton sol. On est en train de revenir au servage, pas d'avant-guerre, d'avant la Révolution française. Et il n'y a rien de... Quel est vraiment le lien, dans tous les sens du terme, le lien de la langue, c'est un lien extraordinairement puissant. En définitive, regardez, la France, justement, l'extrême droite dit, pour eux, la laïcité, c'est qu'il faut chasser l'islam, parce que l'identité nationale de la France, elle est chrétienne. C'est ça, la raisonnement. Tous les discours de Marine Le Pen, ça tourne là-dessus. Mais les républicains, nous, quelle est notre conception de l'identité? C'est quoi un Français? Un Français, c'est un type qui habite ici, qui parle français et qui est d'accord pour appliquer les lois du pays. Après, que les lois, au sens 1, par exemple, moi, il y a des lois que je n'aime pas bien, par exemple les péages d'autoroute, ou mettre de l'argent dans les parcs-mètres, vous voyez ce que... Je ne parle pas de ça, hein. La loi, oui, mais c'est la loi quand même. C'est la loi, donc nous la respectons, on ne se fait pas choper. Mais, comment vous dire, le fait de respecter la loi ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de militer pour que la loi soit modifiée. Parce qu'on dit toujours les lois sont intangibles. Les lois, c'est fait pour être changé. Je vous donne un exemple tout bête. Dans ce pays, pendant, je ne sais pas, 50 000 ans, on a tué des gens. L'État, la puissance publique a tué des gens. Depuis 81, la peine de mort a été abolie. Une loi, ça change. Oui, sauf que du jour au lendemain. Sauf qu'il y a nombre de lois, et la loi en France, elle ne peut s'appliquer que s'il y a eu des décrets d'application. Et il y a nombre de lois où il n'y a pas de décret d'application. Tout à fait. Notamment, quelque chose qui nous impacte, qui s'appelle la loi montagne. Par exemple, il y a plein de lois, par exemple. Et moi, ce que tu dis là, entre ce dont on a discuté là par rapport à cette charte, bon, c'est pas inintéressant de voir alors, le parallèle qu'il y a, bon, tu l'as un peu dit, par rapport à l'acte 3 de la décentralisation. Donc on va encore accentuer la casse, l'unité de la République. Là. Parce que moi je me souviens d'un truc aussi, et puis tu as tout un tas de trucs derrière qui se mettent en... Alors on peut dire que c'est beau, c'est bien, tout ça. Il y a tout un tas de trucs qui se mettent en place. Et il y en a dans le Vaucluse et dans le Var, ça s'appelle les monnaies complémentaires. Dans les monnaies complémentaires, c'est un truc qui n'a aucune... en fin de compte, c'est du troc. Oui. Ça veut dire que c'est des troc, des monnaies. Et ça s'appelle... regardez, il y en a deux ou trois. Il y en a une dans le Vaucluse, il y en a une dans le 06 et une dans le 83. Ce qui veut dire globalement, c'est que ces monnaies sont exonérées de tout. C'est-à-dire que les entreprises ne payent rien, pas de TVA, quand il y a des salariés qui reçoivent des et pour l'exportation ou des trucs comme ça c'est du troc. Oui, sans doute. Alors, il y a juste une remarque quand même, c'est que j'ai vu ça dans le Lot-et-Garonne quand j'étais en vacances. Alors, je ne sais pas si ailleurs c'était comme ça, j'étais en vacances dans une épicerie. Mais il faut que tu donnes des euros
pour avoir, je ne sais plus comment ils appellent ça. Le sel, ils C'est ont trouvé plein de... pas le sel, enfin, il y a un nom, enfin, dans l'Aude et Garonne, il y a un nom, c'est pas le Clément, je sais pas quoi, enfin bon. Il suffit de 50 €, il te file la contrepartie en 50 €. Et toi, tu payes le prix qui est marqué sur les étiquettes. Hein. Si la boîte de sardines, n'importe quoi, est à 3 €, c'est à 3 pruneaux, pareil. Hein. Et toi, citoyen, consommateur lambda, tu payes le prix. Hein. Oui, non, mais ça je l'entends. C'est surtout tout le secteur de l'économie sociale et solidaire qui fait ce genre de truc. Et le problématique, c'est pas vis-à-vis du consommateur, c'est les relations entre les entreprises en tant que telles, hein, qui risquent là, parce qu'elles s'exonèrent de tout l'impôt, etc. Oui, sûrement. Et donc sur la question, quand même, sur l'acte 3 et la charte européenne, je voulais attirer votre attention sur les complémentarités et les dissemblances. Le projet dans les deux cas, d'après moi, ça c'est pas dans le texte, c'est une analyse que je fais moi, le projet c'est faire exploser le cadre unitaire de la République en France. Il n'y a pas d'autre justification, on l'a vu, c'est absolument pas une question linguistique, quoi, même, puisque c'est vraiment en plus, c'est des langues qui doivent être rattachées à un territoire. Une langue qui n'aurait pas de territoire, le yiddish, n'est pas concerné par cette langue. Hein, il faudrait que ce soit une langue, mais en France ça n'existe pas, une langue qui serait pas issue de l'étranger, parlée un peu partout, mais rattachée à aucun territoire. Ça, je pensais au yiddish pour ça, parce qu'en Pologne, ça aurait, à l'époque ancienne, ça aurait correspondu à la situation. En France, il n'y a rien qui correspond à ce qui pourrait justifier, comme ça, intellectuellement, qu'il y ait besoin d'une charte européenne des langues régionales et minoritaires pour protéger quoi que ce soit. L'acte 3, on nous dit que c'est pour rationaliser, c'est pour réduire la dépense. C'est l'argument, c'est pas vrai, mais c'est l'argument qui est avancé. Il dit, comprenez, on va supprimer, c'est simple, hein, avant il y avait les communes et les départements, c'était ça la République. Les communes, les départements, l'État. Ils ont rajouté les régions, après ils ont rajouté les communautés, etc. Et donc ils ont créé ce qu'ils ont appelé eux-mêmes le millefeuille administratif. Et après ils ont dit, il y en a trop, il faut qu'on en supprime. Et ils ont supprimé pas ce qui était, ils sont en train de supprimer pas ce qui a été rajouté, mais ce qui était à la base de l'édifice, c'est-à-dire ce qui était la nature républicaine de la France, les communes et les départements. Et ils nous disent que tout ça, on va réduire le nombre de régions, c'est pour rationaliser, c'est-à-dire sournoisement pour réduire le nombre de fonctionnaires, entre autres choses, pour réduire les dépenses. Cet argument-là ne peut pas s'appliquer pour la Charte européenne. Imaginez qu'on applique les dispositions contenues dans la Charte européenne. Ça multiplie. C'est un gaspillage de pognon monstrueux. Même on passe sur la remise en cause, le fait de définir des minoritaires dans la nation, c'est quand même pas rien. Ça, c'est quand même pas rien. Le fait de définir des groupes de locuteurs, c'est-à-dire qu'on n'est plus citoyens libres et égaux en droit. On est des locuteurs de langues différentes. Donc l'accent est mis sur la différence. Communautarisation. Oui, c'est la communautarisation du pays. C'est la marche à... Ils en sont loin, mais c'est la marche vers un truc qui mène à la balkanisation de la République. Mais bon, tout ça. Mais en dehors de ça, c'est un gouffre à pognon, mais monstrueux. Il va falloir trouver au tribunal de grande instance d'Ajaccio des mecs qui soient capables de parler breton le cas échéant. Vous voyez ce que je veux dire? Vous trouvez au tribunal des prud'hommes de Martigues des mecs qui vont pouvoir juger en Corse. C'est comme disait Chirac, c'est abracadabra. À Marseille, c'est possible parce qu'il y en a des Corses à Marseille. Oui, alors, c'est toujours pareil. Les gens se plaisent à revendiquer le fait. Oui, mais moi je suis corse. Oui, ils se mettent Oui, la d'accord. Mon ami est corse d'origine. Sa famille est un village corse. Elle ne parle pas un mot de corse. Hein. Alors, comme ça, on dit aux gens, ah ben moi je suis corse. Oui, il est corse. Oui, moi je suis du Vaucluse, Tartampion, il est de Champagne, je sais pas quoi. Toi, tu es parisien. Tu es parisien, voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est le communautarisme, si on y réfléchit bien? Qu'est-ce que c'est le communautarisme? La République, on sait ce que c'est. Un individu, dans l'idéal, parce qu'on sait que l'idéal n'est pas atteint, loin de là, qu'il y a beaucoup de chemin à faire, mais la République, c'est l'égalité en droit.
moins en droit, au moins en principe, on est égaux. Au moins en principe. Oui, mais c'est important que ça soit dans le principe, parce que ça te donne des recours. Ça te donne des recours. Tu dis, non, l'égalité de droit, monsieur m'a bousculé, il est peut-être milliardaire, il est peut-être vicomte, mais il m'a bousculé, pour me prendre ma carte bleue, je porte plainte, j'ai des droits, je suis un citoyen, j'ai des droits. Au Moyen-Âge, c'est important cette histoire, même en principe, parce qu'au Moyen-Âge, les mecs qui passaient à 15 à cheval dans tes moissons, hein, à qui tu allais te plaindre? Tu allais te plaindre au mec qui venait de traverser ton champ à cheval et qui avait détruit toutes tes moissons. C'est lui qui avait le pouvoir de haute et basse justice. Vous voyez, même le principe est important. Et qu'est-ce que c'est une communauté? Une communauté, c'est pas toi qui décides que tu es de la communauté ou que tu n'y es pas. C'est pas toi qui décides. C'est la communauté. C'est-à-dire ceux qui parlent au nom de la communauté, alors soit parce qu'ils ont un gros bâton, soit parce qu'ils ont un encensoir, ou les deux, et c'est eux qui te disent, tu es, comment dire, tu es corse. Oh, tu es corse, tu ne dois pas faire ça. C'est ça, vous voyez ce que je veux dire? Ceux qui vivent ça aujourd'hui de manière très, très brûlante, c'est les jeunes qui sont maghrébins. C'est pas eux qui ont décidé, qui décident pas, ils étaient souvent, il y en a beaucoup qui ne sont pas musulmans du tout. Il y a plein de filles maintenant, aides-soignantes, infirmières, qui sont d'origine du Maghreb et tout. Au ramadan par ramadan, et si elles ont faim, elles sortent de l'hôpital quand c'est l'heure, elles vont manger un sandwich au jambon, elles reviennent. Simplement, comme elles ont une gueule comme ça, et qu'elles ont un nom comme ça, et c'est encore pire pour les garçons que pour les filles. On leur dit, mais toi tu es arabe, tu n'as pas le droit de faire ça. Et ceux qui sont contre les arabes leur disent, mais toi tu es arabe. Et les ayatollahs, les imams, ils leur disent, mais toi tu es arabe. C'est ça qui est dans le communautarisme. C'est que celui qui est censé te représenter, il te tape sur la tête, et celui qui est contre toi, il te tape sur la tête quand même. Tout le monde te tape sur la tête parce que tu es enfermé dans la communauté. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez, si je prends les communautés villageoises, allez, il y a quoi? Il y a 100 ans. Il y a 100 ans, il y a 60 ans, voilà, il y a 60 ans, il y a 70 ans. Les communautés dans les villages. Communautés villageoises, qui c'est qui disait que ce que tu avais fait, c'était bien ou pas bien pour la communauté? Le curé du village, les dames patronesses. C'est comment? Celle-là, elle s'est retrouvée enceinte en dehors du mariage. C'est une pute. C'est ça la communauté. C'est que c'est pas toi qui choisis tes règles de vie. C'est pas toi. C'est l'environnement social, c'est le communautarisme qui s'impose à toi. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est à toi. Oui, ça s'impose à toi, le patois. Et vous voyez, la République, c'est un enfermement, le communautarisme. Mais vous voyez, la République, c'est que. Alors, c'est un long débat, c'est aussi le droit. Je vais prendre un exemple, je ne sais pas si je suis bien clair. Il n'y a pas longtemps, il y a eu l'histoire du mariage pour tous. Bon. Nous, on a dit, les hétéros, ils ont le droit de se marier, pourquoi les gens qui sont homo n'auraient pas le droit? Donc, nous, on est partisans du droit égal. Les libres penseurs, on n'est pas des fanatiques à tout craindre du mariage. Plus pour l'union libre comme ça que pour le mariage. Enfin, les gens ils font ce qu'ils veulent. Si les gens ont le droit de se marier, eh ben, tout le monde doit avoir le droit de se marier. C'est notre point de vue, ça se discute. C'est un point de vue assez minimaliste. On dit chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Ceux qui veulent se marier, ils se marient. Ceux qui ne veulent pas, ils ne se marient pas. Voilà, ça c'est le point de vue de la libre pensée. Et c'est un point de vue que nous défendons avec acharnement. Qu'a dit l'Église catholique? C'était intéressant ce qu'ils ont dit. Parce qu'il y a toujours pareil. Ce qu'ils ont l'air de dire et ce qu'ils disent en réalité. Ils sont très forts pour ça. Ils ont dit, rappelez-vous, comment elle s'appelait, Brigitte Bardot, qui l'ont montée au pinacle, et puis quand elle les a un peu gonflés, ils l'ont jeté comme le monde peut rien. Et oui, c'est commode d'avoir des gens comme ça, ils font toujours ça. Ils prennent des gens dans l'actualité, des people, prennent des, voilà, les people, c'est faire valoir, ils les font monter. Quand ils emmerdent un peu trop, ils les prennent et les jettent à la poubelle. Pour peut-être des camarades qui m'ont entendu faire une conférence là-dessus, je l'avais prédit, je ne vais pas en mairie, c'était pas facile à. Pas très compliqué à faire, j'avais dit, ils vont l'utiliser jusqu'à la trame, et quand ils en auront marre, ils vont la virer. C'est facile, c'est même pas un évêque. Mais le plus important, vas-y. Elle a un état civil, elle a un nom, qui est celui d'état civil, et qui n'est jamais cité par aucun média. Cette femme s'appelle Virginie Merle. Moi, je vous dis, j'ai ça comme ça. Bon. Relayer ce sobriquet que... Brigitte Bardot, qu'elle s'est donnée elle-même. Bon.
Et ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'il disait? Il disait une famille normale, c'est un homme, l'ordre naturel des choses, c'est un papa, une maman et des enfants. Et comme ça, on va discuter qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal. Je croyais que vous vouliez pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une famille monoparentale, c'est pas normal. Parce que souvent, dans les familles monoparentales, il n'y a pas de papa. Donc, vous voyez, en vous disant, c'est l'histoire de l'ordre naturel des choses, en fait, ils veulent nous ramener à l'ordre ancien. Vous savez, dans les cours d'école, on se moquait des filles mères et des bâtards. Ça ne voit pas, ça. Vous voyez ce que je... Et voilà, l'enfermement dans la communauté, c'est pas toi qui fais ta vie. Tu es constamment sous la férule de la communauté, qui décide que ce que tu as fait c'est bien ou c'est pas bien, que ça te plaise ou non, qui décide que tu as ta place ou que tu t'es mis en dehors de la communauté, qui t'accueille ou qui te chasse, qui t'encense ou qui te matraque. C'est ça le communautarisme. C'est la négation de l'individu. Et c'est en ça que c'est grave de revenir sur cet acquis extraordinaire de la Révolution française, qui est citoyens, libres et égaux en droit. On se retrouve devant des groupes de population, et on se retrouve devant des populations minoritaires. C'est ça qu'ils veulent ramener. Et donc, ce qui me fait dire que même dans les pays où il y a des problèmes linguistiques, de minorités linguistiques qui peuvent exister, une chose est que tu puisses parler la langue de ton choix, autre chose est qu'on te définisse comme appartenant à une minorité dans ton propre pays. Vous voyez les deux niveaux. Voilà. Tu n'es reconnu qu'à l'intérieur de ta communauté et en dehors, t'es rien. C'est ça. Ce qui d'ailleurs, et surtout ce qui en dehors de la communauté n'est pas humain. C'est un truc que je dis souvent, mais c'est important ça. Regardez l'ex-Yougoslavie. La différence entre un Serbe et un Croate, qui parlent la même langue, ils n'ont pas le même alphabet. La religion traditionnelle des Serbes, c'est l'orthodoxie. La religion traditionnelle des Croates, c'est le catholicisme. Ces gens-là se sont pris à la gorge, en réalité, se sont exterminés. Il y a eu des horreurs entre les musulmans, les Croates, les Serbes, les Slovènes, se sont mis un peu à l'écart. Des trucs, la purification ethnique, quoi. C'est abominable. Comment, psychologiquement, un type qui est comme nous ici, gentil avec sa femme, qui va faire les courses, qui porte les paquets, qui va chercher les gamins à l'école, qui va récupérer la petite après la danse, qui descend la poubelle, qui promène le chien, vous voyez ce que je veux dire? Et d'un coup, ces types, ils mettent un tri, une cagoule, ils vont brûler un village qui est à 8 km de l'autre côté de la rivière, en brûlant les gens dans les maisons. Comment on peut imaginer ça? Une petite fille, c'est une petite fille. Une grand-mère, c'est une grand-mère. Vous voyez comment on peut imaginer ça? Parce qu'ils ne sont pas de notre communauté. Ils sont de l'autre communauté. Les gens qui sont les êtres humains, ils sont de notre communauté. Les autres, c'est des moins qu'humains. Ils ne sont pas tout à fait humains. Ils ne sont pas de la bonne communauté. Vous voyez, là, on a une explication, y compris, vous voyez, l'impact psychologique de tous ces trucs communautaristes. C'est que, voilà, et c'est ce qui explique l'antisémitisme, par exemple. C'est ce truc. Ils sont de l'autre communauté. Ils ne sont pas vraiment humains. Vous voyez ce que je ne sais pas si j'explique bien ça. Pas, ouais. Tu ne dois pas être quand même étonné de ce genre, moi je suis plus étonné maintenant de ce genre de charte, puisque c'est la promotion de la déréglementation, du libre-échange, du libéralisme total, que ce soit dans le commerce, ou que ce soit, j'allais dire, dans la langue. Tu ne dois pas être étonné. Avec le pacte européen, avec le pacte atlantique, c'est l'accélération du système qui veut qu'il n'y ait plus d'État, quoi. Bientôt, qu'il n'y ait plus de citoyens. C'est ça. Ça, c'est une chose. Donc. Et la deuxième, ce qui risque d'être gênant, enfin, en tout cas pour moi, c'est que dans ton discours, bon, tu prends le français, tu prends je sais bien que c'est pas ça. Mais certains peuvent très bien dire, mais moi, je suis d'origine italienne, je suis d'origine corse, pourquoi j'apprendrai pas ma langue? C'est un enrichissement, c'est une... Mais tu vois, et c'est pour ça que peut-être cette charte, elle passe, parce que
chaque personne, qui soit président ou bailleur, a des origines, pas tout le monde, franco-françaises, pas tous, pas beaucoup, de moins en moins. Qui est originaire de France? Même pas les Francs, ils étaient originaires de France, puisqu'ils sont venus de... Hein. Donc voilà, tu vois, c'est ça qui fait que ce genre peut-être de charte risque de passer, parce que les gens ont dans leur mémoire, dans leur cœur, dans leur gène, une autre langue, une autre civilisation, une autre... Voilà, c'est comment. Et faire passer le message comme quoi, bien entendu, on tient à notre identité de républicain et d'indépendant et de laïque et tout ce que tu veux, mais pour autant, ça ne doit pas empêcher de parler italien, de parler corse ou de parler sarde. Qui l'empêche? C'est pas ce que tu veux dire. Non, mais j'insiste, je dis qui l'empêche, personne. Voilà. C'est autorisé. Non, mais si tu veux, c'est ça qu'ils savent flatter par la manière dont il a parlé tout à l'heure pour faire avaler le contenu de ce contrat-là. Et c'est aussi, entre autres, comme ça qu'ils nous ont fait avaler le traité de Maastricht et d'autres. Oui, il n'y a pas l'Europe sociale, par exemple. C'est la façon de présenter les choses en flattant, et il y a une duplicité dans le discours qui est cultivée à un point de raffinement extrêmement maîtrisé qui permet de faire passer les pires choses. On fait toujours passer les pires choses en affichant les meilleures intentions. Et les gens, ils sont plutôt bons avec ça, avec les bonnes intentions. Ils y vont. Moi, Et après, clac. Moi, je vais un peu au-delà. Il n'y a plus d'unité humaine à l'heure actuelle. La République, tous les systèmes, et que ce soit les grandes démocraties occidentales ou les pays à l'heure actuelle, c'est plus les politiques qui régissent. C'est l'économique, c'est l'argent. Et ce qui veut dire globalement, c'est que tout ça, c'est une manière aussi de diviser pour mieux régner. C'est toi qui l'as dit. Bah bien, moi je veux dire à l'heure actuelle, le problème de laïcité, ce n'est pas que le problème du religieux, hein, quel qu'il soit. C'est aussi le problème de la laïcité, c'est par rapport à son indépendance, par rapport à l'économie, la laïcité à l'école. C'est aussi ça, quand on fait rentrer dans l'école le pouvoir économique pour décider les choses, moi ça me pose problème aussi. Si vous voulez, sur cette histoire, est-ce qu'on peut dire que les gens sont favorables, ou que des gens en nombre suffisant, pour jouer un peu, sont favorables à la charte européenne? Je crois que si on sort là, il y a pas mal de jeunes qui jouent au poker, je crois, on interroge les 50 Muselier. Oui, Muselier, je dirais un mot sur Muselier. Mais ils jouent en monnaie complémentaire. Les 40 ou 50 premiers qui sortent, normalement, vous êtes pour ou contre la charte, mais ils ne savent même pas ce que c'est. Les gens ne savent pas, c'est ça. Donc, je vais essayer, c'est pas une contradiction, mais c'est une précision de la pensée. Un, les gens ne savent pas. Deux, ceux qui nous gouvernent savent très bien. Et qu'est-ce qu'ils savent? On peut se demander si ça veut dire le français, quand même. On peut se demander ça. Si. Oh, j'ai un truc, vous savez. Pourquoi ça serait curieux, ça? Pourquoi ce serait toujours les plus bêtes et les plus ignorants qui seraient élire députés? Non, je ne crois pas. Je crois qu'ils sont très malins et très instruits, simplement qu'ils ont décidé, comment dire, de traverser la rivière, quoi. Les gens, ils font ça comme on faisait jadis carrière à la BNP, quoi. C'est une carrière de prestige pour eux. C'est fini l'époque où l'élu était là pour représenter, pour beaucoup, pas tous, hein, tous, il y a deux mots qui n'existent pas, qui ne devraient pas exister, c'est tout le monde et personne. Parce que mais pour beaucoup de gens qui sont élus, qui sont ce qu'on appelle des politiques d'ailleurs, on ne dit plus des élus maintenant, mais des politiques, ils ne sont plus là pour représenter les gens qu'ils ont élus, ils sont là pour faire carrière. Oui, et donc ils sont au service, ils se considèrent psychologiquement comme au service de ceux qui sont en haut et pas comme les représentants de ceux qui sont en bas. Et si on écrivait à nos deux députés, on aurait le problème. Mais oui, sur la charte, mais oui. Attends, suivez-moi, je vais essayer de suivre mon raisonnement jusqu'au bout. Et donc, ceux qui nous gouvernent savent très bien, ou en tout cas, on va dire, je fais une concession, ceux qui leur font les dossiers, eux, ils savent très bien, les attachés parlementaires. Tu crois qu'ils ont lu la charte en entier, même Hollande? C'est pas, écoute, moi je l'ai lu. Non,
Ou Je l'ai lu. Je l'ai lu. Vous l'avez entendu, on va vous l'envoyer. Je parle des responsables, ils ont tellement de trucs à dire, est-ce qu'ils l'ont lu? Bien sûr. Ils l'ont fait analyser. Tu sais bien, Ils ont une synthèse. tout à fait entre nous, tout ce qui tombe de l'Europe est béni. Tout ce qui tombe de l'Europe est béni. Le Parlement, l'Assemblée nationale, 85% de leur temps de travail, c'est de transposer dans le droit français les trucs qui viennent de l'Europe. Tout ce qui tombe de l'Europe est béni, mon frère. Ah oui, c'est ça. Et alors je poursuis. Le dogme, ça. Comment? C'est un dogme. Oui, c'est un dogme. Pour eux, c'est un dogme. Tout ce qui tombe de l'Europe, On il faut ne pas de la l'appliquer. religion, quoi. C'est ça. Mais tu sais, c'est l'Europe démo-chrétienne. Dans les fondations et même dans le mode de fonctionnement. Regardez comment fonctionne le Vatican. Ah, ça, je sais pas. Ben, le pape, il est infaillible en matière de religion. Il dit donc qu'il faudra faire ça. C'est transmis aux évêques. Les évêques, ils sont libres de faire comme ils veulent, mais sur leur diocèse, ils doivent appliquer les consignes pontificales. Tu vois ce que je veux dire? Et ils transmettent ça au curé, qui doit convaincre le bon peuple qui va à la messe ou qui n'y va pas. Qu'est-ce que c'est l'Union européenne? C'est pas le pape, c'est la Commission européenne qui prend une directive. Il faut baisser, en gros, toutes les directives, je peux te les résumer en 4 mots, il faut baisser le coût du travail. Alors là, c'est pas comme le résumé de la politique de l'Union européenne depuis 20 ans, c'est qu'il faut baisser le coût du travail. Et après, chaque gouvernement, librement, est tenu strictement d'appliquer cette disposition. Il fait comme il veut. Librement, strictement. Librement, c'est ça, mais c'est ça, c'est le principe de l'Église catholique, c'est le principe de subsidiarité. Tu dois librement, c'est-à-dire de la meilleure façon possible dans ton coin à toi, appliquer strictement les directives. D'ailleurs, il y a beaucoup maintenant d'administrations qui fonctionnent comme ça. Où avant, tu recevais des règles, des procédures, des machins. Maintenant, tu as des règles budgétaires, c'est, pour l'hôpital, vous devez faire entrer les dépenses de l'établissement dans une enveloppe de temps. Il convient de réduire la durée moyenne de séjour, le machin. Et après, vous vous débrouillez. Regarde les directeurs, tu sais ça, les directeurs d'hôpitaux qui ont été chargés de mettre en place l'organisation des pôles, ils sont tournés vers l'ARS, ils ont dit comment je fais? Vous faites un peu comme vous voulez, mais il faut aboutir à telle diminution du nombre de postes. C'est ça le principe de subsidiarité. C'est l'application d'un catéchisme, hein, ça tombe d'en haut, et tu es libre de l'appliquer, mais pour avoir le résultat qu'on t'a donné. Le principe de subsidiarité, c'est une extrême centralisation de la décision, 20 mecs en Europe qui décident de tout, la Commission européenne, et une extrême décentralisation de l'application. Et le rôle d'un élu, avant, c'était de représenter la population. Maintenant, ils font carrière sur la base d'un truc, ils obéissent à ce que dise l'Europe, et leur rôle, tu l'as peut-être entendu, vous l'avez sûrement entendu dans la presse, bien oui, mais on a de mauvais résultats aux élections parce qu'on n'a pas su convaincre les électeurs. C'est pas parce qu'on n'a pas fait ce qu'ils voulaient. Là, tu te dis, merde, ils n'ont pas voté pour nous, c'est qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Non, 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 c'est pas nous, on a fait ce qu'il fallait, c'est eux qui ne comprennent pas. Et donc, en fait, le rôle des élus, ça serait maintenant de faire de la pédagogie. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la pédagogie? C'est le professeur qui explique. Il l'a dit, hein, on n'a pas fait assez de pédagogie. Moi, j'invente rien. La libre pensée, c'est on prend les faits, on les analyse. Et donc, le truc, on n'a pas fait assez de pédagogie. C'est quoi? C'est le professeur qui parle. C'est des enfants, quoi. Voilà. Le professeur qui parle aux petits-enfants. Pas des adultes. Et donc, sur quelle base tu fais carrière dans la politique? C'est tu obéis à tout ce qui vient de l'Europe. Tout ce qui vient de l'Europe est béni et sanctifié. Et ton boulot, c'est de faire de la pédagogie, faire comprendre à ces petits esprits, à ces ignorants de citoyens, que c'est, d'accord, on licencie les usines, mais c'est pour, on ferme les usines, c'est pour moderniser le pays, c'est inévitable. C'est des plans Mais sociaux. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc cette charte, écoutez, dites-moi combien il y a eu de manifestations en France avant l'élection de François Hollande pour l'adoption de la charte européenne des langues régionales et minoritaires. Zéro. Jamais. Vous avez vu les manifestations de régionalistes? Dites-moi. Les Corses. Le projet des nationalistes corses, c'est de quitter la France pour faire une confédération des 3 îles. Corse, Sicile, Sardaigne. Je vous garantis que c'est vrai. Ben, c'est Mafialand, hein. Corse, Sicile, Sardaigne. Franchement, c'est-à-dire que les mecs, ils veulent faire les îles Caïmans des Caraïbes en pleine Méditerranée. Hein,
Ouais, c'est Cuba, c'est le Cuba des années 50 qui veut le faire. C'est ça, la confédération Corse, Sicile, Sardaigne. C'est les îles Caïmans, c'est les Bermudes. Voilà. Mais vous n'avez vu aucune manifestation populaire. Vous avez vu les types avec des pancartes à Marseille, on veut parler provençal. Jamais, ça n'existe pas. Tenez, vous allez sur la Canebière à Marseille, vous partez du Vieux-Port, vous montez jusqu'au Réformé, vous entendrez parler 30 langues. 40 en été, il y a des touristes. Toutes les langues du monde. Jamais en provençal. Personne ne parle ça. Là, tout à l'heure, je me suis un peu baladé dans le Gap, j'ai entendu parler français, arabe, japonais, peut-être, ou chinois, j'en sais rien. Mais personne ne parle provençal. Vous allez à Perpignan dans la rue, vous entendez des gens parler catalan, ouais. Tous ceux qui sont en vacances, ils viennent de Barcelone. Mais les Perpignanais ne parlent pas catalan. Il suffit d'aller au stade de la match de rugby à Perpignan. Il y a 2-3 chansons catalans, ça c'est le folklore. Et dans la rue, dans la file d'attente, tout le monde demande Séville en français. Ça n'existe pas. C'est un truc qui vient du sommet. C'est ça la subsidiarité. Ça vient du sommet et on nous fait de la pédagogie. Et que les étrangers, le gars qui est d'origine italienne, il veut parler italien, mais je suis pour. Il y a plein d'associations culturelles arméniennes à Marseille, grecques à Port-de-Bouc. C'est un bled comme ça, à Port-de-Bouc, allez savoir pourquoi. Il y a des familles grecques qui sont arrivées. Et c'est venu, puis les Grecs sont venus. Puis, vous savez, il y a 3 familles, après il y a les cousins qui viennent. Et puis il y avait du boulot, ils travaillaient au chantier naval et tout. Bon. Et donc il y a une association, d'ailleurs il est adhérent de la Libre Pensée. Le président de l'association des Grecs de Port-de-Bouc est adhérent de la Libre Pensée. Il donne des cours de grec dans son association. La partie, je l'ai dit tout à l'heure, la culture, dans l'idéal, il faudrait tout savoir. Si on pouvait parler toutes les langues, on ne peut pas, c'est impossible. Mais je veux dire, dans l'idéal, dans le principe, plus on apprend de choses, moins on est ignorant. L'ignorance n'a jamais été utile à l'émancipation humaine. L'ignorance, elle ne sert de rien à l'esprit humain. Donc là-dessus, tu vois, il n'y a pas... Mais d'ailleurs, ce n'est pas les langues étrangères, hein, c'est les langues régionales. Parce que si tu permets aux gens qui sont français d'apprendre l'italien, ils n'ont pas besoin de ta permission. S'ils ont envie de le faire, ils le font. C'est autorisé en France, pas interdit. Mais c'est pas ça, ils n'auront pas un sou. C'est pas ça qui est intéressant. Parce que c'est les langues minoritaires, régionales. Pourquoi les langues régionales? C'est des repères de nostalgie de l'ancien régime. C'est des repères de type d'extrême droite. Regardez le Félibrige. Moi, j'ai rien contre, je vous dis, je parlais provençal avec les papilles dans mon village. Mistral, Daudet, c'est l'Action française. C'est tous les types de l'Action française, ça. Tenez, regardez les lettres de Montmoulin. Vous savez, l'histoire, l'expression le coup de pied de l'âne. L'âne, la bulle du pape, elle donne un coup de pied à un petit garçon, c'est un petit garçon qui est méchant. C'est un mauvais petit, il est méchant, il est mauvais avec les animaux. Il s'appelle Tisté Vedène. Vedène, c'est le nom d'un village dans le Vaucluse, Vedène. Vous savez qui c'est qui portait les noms des villes dans le Vaucluse? C'était les Juifs du pape. Les Juifs du pape, comment ils pouvaient y aller? Marseille, Monteux, Avignon, Vedène. Dans le conte de Montmoulin, ce qui te fait passer, c'est que le méchant garçon qui mérite les coups de pied de la bulle, c'est un juif. Tisté Vedène. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est normal, comment dire? C'était l'Action française, ces gars-là. C'est les mecs qui chantaient Maréchal Montmoulin en français, pas toi. Le gars qui est le grand grammairien. Le grand grammairien du breton reconstitué. Vous savez que le breton, le provençal qu'on apprend à l'école, le petit, c'est le provençal de Mistral. Il est parlé dans aucun village. Il n'y a aucun vieux qui comprend ce patois-là, parce que c'est un truc qui a été reconstitué par Mistral. Alors, très bien, c'est intéressant, on peut l'apprendre, on apprend, ça ne pose pas de problème. Enfin, on ne va pas nous faire croire que Mistral est un grand républicain parce qu'il parlait patois, c'est pas vrai. Donc, le gars qui a fait la même chose pour le breton moderne, Roparts et Mon. C'est le vous cherchez dans l'encyclopédie Wikipédia, l'encyclopédie universaliste, Roparts et Mon, c'est le grand grammairien de la langue bretonne. Il a reconstitué ce breton dans les années 20-30. Dans les années 40, il travaillait à la radio allemande. Ah ouais, il a fait un discours célèbre. Il remerciait le maréchal, parce que le maréchal était français, lui était breton, c'était pas pareil. Hein. Enfin, quand même, il remerciait le maréchal d'en avoir fini avec Marianne et d'avoir chassé les Juifs. C'est un grand grammairien, hein. C'est un grand bretonnant. Hein. C'est un antisémite, il travaillait à la radio allemande. En 1944, il s'est barré en Irlande.
D'ailleurs, la municipalité de Rennes avait voulu baptiser un collège Repart-Sémone. Les collègues de la libre pensée ont sauté au plafond. Ils ont fait une campagne auprès de la Ligue des droits de l'homme, les syndicalistes, les élus. Bref, et ils ont débaptisé le collège vite fait, bien fait. Mais c'était parti. Vous voyez ce que je veux dire? Mais regardez, si on fait pas, si on se laisse faire, à Marseille, il y a un lycée Thiers. C'est quand même le mec qui a saigné la commune. Vous voyez ce que je veux dire? Je prends les nationalistes corses, celui qui a fondé le mouvement nationaliste corse dans les années 20-30, Pedro Roca, c'était un agent de Mussolini, financé, hein, Mussolini payé, et d'ailleurs le mouvement nationaliste corse, Amou, voilà, ça s'appelait à l'époque, il voulait le rattachement de la Corse à l'Italie. C'est un grand... Ça, on n'a pas parlé plus. Non, mais vous voyez, comme un grand défenseur de la langue corse. Vous voyez, la langue régionale, les langues étrangères, on en a parlé, mais la langue régionale, c'est un prétexte à l'agitation politique contre la République. C'est le fameux dialogue que vous avez entre le conventionnel et le chouan dans 93 de Victor Hugo. Vous savez, le 93 de Victor Hugo, c'est le mec qui reproche à la République d'en avoir fini avec l'Ancien Régime. Où les filles, tout le monde vivait à l'ombre du clocher, et la fille, elle devait se marier dans son village, et si possible dans sa rue. C'était ça quand même le communautarisme religieux. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Voilà, après je peux vous parler des Alsaciens si vous voulez. Le fondateur du mouvement nationaliste alsacien, Charles Weber, après ça a été l'itinéraire de Doriot, il a commencé, il était maire communiste de Strasbourg. Strasbourg était une ville rouge avant. Quand en 14, en 18, quand l'armée française est arrivée à Strasbourg, il y avait un conseil ouvrier de soldats de l'armée allemande. Puisque Strasbourg, c'était allemand, depuis 1870. Et c'est le général Mangin et l'armée française qui ont dispersé tout ça en fusillant les types, en tirant la mitrailleuse et tout. Il y avait un soviet de l'armée allemande qui s'était décomposé, drapeau rouge, c'était les délégués élus de soldats, comme en Russie. C'était une ville rouge. Et donc il a été élu maire de Strasbourg tout à fait au détour des années 20. Et il a, comme Doriot, Jacques Doriot, il a suivi une évolution, hélas, à droite, jusqu'à finir sur l'uniforme de la Waffen-SS, Charles Weber. C'est ça les origines du nationalisme linguistique alsacien. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas apprendre l'alsacien, je ne dis pas qu'il ne faut pas apprendre le breton, mais enfin, il ne faut pas que, comment vous dire, c'est comme si le fait d'apprendre une langue régionale, c'est comme si on disait que les types qui jouent au rugby dans le sud-ouest devraient former une minorité qui aurait des droits particuliers en France. Là, on prendrait un levier sportif. Bon, c'est ridicule parce que personne ne demande ça, vous voyez ce que je veux dire. Mais vous voyez la manipulation qu'il y a à mettre en avant des langues et qu'est-ce qui a été le drame un peu, qui a été extraordinaire et en même temps le drame de notre génération. Moi j'avais 17 ans en 1968. On nous a recyclé dans ces années-là tout un tas de vieilleries comme des trucs extraordinaires, républicains, révolutionnaires même. Vous savez, aller vendre du fromage en Ardèche, c'était le summum de l'émancipation humaine. Et dormir dans une hutte sans chauffage, c'était vraiment ce qu'il y avait le plus extraordinaire pour l'éducation des enfants. À cette époque-là, ils ont tous ces mecs qui étaient tous ces nationalistes, quand même le nationalisme breton, Brézatao. C'est des types qui ils avaient créé leur propre SA sur le modèle de la SA allemande. Le Bagadouche tourne. Ils en ont fait des oradours en Bretagne, il y en a eu plusieurs. C'est les Bretons qui ont fait ça. Les nationalistes bretons, les amis de Repart-Sémone. Le Bagadouche tourne, l'uniforme noir, et au lieu de la croix gammée, ils avaient le triskel breton. Et toutes ces saloperies réactionnaires, fascisantes, après 68, on nous les a recyclées. Vous savez, ils se sont mis un peu comme les surfeurs sur la vague, là, et on nous a présenté ça comme, vous savez, on veut vivre au pays, comme un truc extraordinairement de gauche. Et on veut vivre au pays ou pas au pays, on se marie avec qui on veut. Vivre au pays, ça veut dire que tu dois te marier dans ton bled, sinon ça ne veut rien dire. Parce que si un Breton, il se marie avec une Corse, il y en a un des deux qui déménage. Hein. On veut vivre au pays, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu te maries entre toi. C'est à l'ombre du clocher. Et ça semblait à l'époque, dans les années 70, c'était un petit truc de gauche. On veut vivre au pays. Vous voyez?
Alors qu'il suffit de Vivre et travailler vivre. au pays. Alors que pour c'est travailler au encore- pays, c'est pas pareil. Travailler au pays, c'est pas pareil. Il suffit de dire, on veut pas supprimer nos emplois. On veut garder nos emplois. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça n'a rien de régionaliste, ça, parce que à Marseille, il y a eu ça aussi. On a eu un moment une campagne pour, vous savez, les Français d'abord. Et il faut produisons français. C'est tout ce truc-là. Le patron de la Générale Sucrière, une grosse entreprise des quartiers nord de Marseille, il a convoqué les délégués syndicaux, il a dit produire français et tout, je comprends. Là, il y a un plan, au début, qu'on parlait de plans sociaux, il faut licencier des gars. Ah, il a licencié les 400 premiers qu'ils ont foutus dehors, c'était les étrangers. On fabriquait français. Vous voyez, c'est comme l'histoire d'une famille, c'est un papa, une maman, des enfants. Ça veut dire qu'une mère qui a un gosse ou deux gosses, c'est pas une famille. C'est ça que ça veut dire. Oui. Et donc il y a ce qu'on dit, ce qu'on croit dire, et puis ce qu'on sous-entend en réalité. Donc, ben voilà, moi je